This is the future. This is the future. Evolution. This is the future. Human error. Evolution. This is the future. Salut à tous et merci d'être présents pour cette troisième émission d'interview qu'on a lancée mi-décembre avec la première interview, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, de Pascal Hauser, suivi de l'interview de Nicolas Picard en début d'année. On va recevoir pour cette troisième interview Gérard, Big G, que tout le monde connaît dans le paintball français, même le paintball international. Il est connu dans de nombreux pays par ses déplacements et toutes ses interventions sur les tournois, même internationaux. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne de la Ligue, on en a besoin. On veut voir si ce format fonctionne, si ça attire du monde, si ça vous intéresse. Ça nous prend du temps, ça nous prend de l'énergie et on a besoin de voir que les gens sont intéressés par ce type d'échange. Donc abonnez-vous, laissez des messages s'il y a besoin voilà, dites-nous si ça vous plaît et si vous voulez qu'on invite d'autres personnes, vous avez des noms en particulier, n'hésitez pas à nous le demander, on le fera avec grand plaisir. Salut Gérard, merci de te prêter au jeu de l'interview au travers du monde du paintball. Comme beaucoup, quand j'ai proposé, tu m'as dit oui direct, donc c'est plutôt génial. Tu m'as avoué que tu n'avais pas regardé encore les deux premières, donc ça va faire des heures de vue en plus, c'est cool. Voilà, écoute, je vais te laisser te présenter, et même si peu de gens ne te connaissent pas, je vais te laisser te présenter, et puis nous dire un peu comment tu es venu au paintball, et ce qui a fait que tu as pris le virus, comme beaucoup d'entre nous, et puis qui a fait le paintball, tu en as fait ta vie au final. Eh bien, bonjour à tous déjà. Merci à toi François d'avoir fait appel à moi pour cette petite interview. Bon, c'est toujours valorisant et comme tu l'as dit, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. La fédération a besoin de toute forme de soutien et puis n'hésitez pas surtout. Bon alors Big G, moi, qui je suis, d'où je viens? Eh bien, un passionné, comme je pense la plupart d'entre vous. J'ai commencé à jouer, je finissais le lycée, donc dans les années 80, au début des années 90, donc de tête 90, c'est ça, 90-91, en tant que joueur évidemment. Donc c'était les balbutiements du paintball en France et en Europe. Le petit coucou à tous les camarades avec qui j'ai commencé. Il y en a encore qui jouent, donc ça c'est cool. Mon parcours rapidement, donc j'ai commencé en tant que joueur, j'ai intégré une petite asso et on jouait en banlieue parisienne à l'usine, ce qu'on appelait l'usine à l'époque. Voilà, c'était à Servon, au sud de Paris. Et puis de fil en aiguille, à force de rencontrer les rares joueurs qu'il y avait en région parisienne, on s'est constitué une petite communauté. J'ai fini par monter une petite asso avec des potes. On s'est retrouvé à un peu plus d'une trentaine, je pense, si mes souvenirs sont encore frais. Et c'est là où j'ai commencé à bidouiller un peu les lanceurs. Mais évidemment, à l'époque, il n'y avait pas grand monde en termes de revendeurs. Alors, je parle encore moins de techniciens, quoi que ce soit. On n'y connaissait rien, que ce soit au niveau de la bille, du matos. Donc, mon premier lanceur, on me l'a offert pour mon anniversaire, pour mes 18 ans. Un traceur. Et ensuite, mes premiers lanceurs semi-auto, mon papa, qui faisait des allers-retours aux États-Unis rien pour le travail, il m'en a rapporté quelques-uns comme ça dans sa valise. Et c'est comme ça que j'ai débuté. Ensuite, mon parcours de technicien. Donc, c'est simple, je suis tombé amoureux à l'époque des premiers autocoqueurs qui arrivaient en France. Personne ne savait les régler, personne ne savait les faire fonctionner, je dirais ça. Et en fait, j'ai passé quasiment plusieurs semaines avec un coqueur démonté sur le bureau de ma petite table d'étudiant.
et en train d'étudier la chose et voir comment ça fonctionnait. Et voilà. Donc j'ai commencé comme ça à la maison. Et de fil en aiguille, dans la communauté, je me suis fait connaître en tant que le petit bidouilleur asiate qui réparait les lanceurs des copains. Bon, après la vie, après le lycée, donc les études. Et ouais, mine de rien, j'ai fait un petit peu d'études. Et pendant mes études, j'ai intégré comme job d'étudiant une boutique. Les plus anciens s'en souviendront peut-être, Payball Academy, PBA, dans le 20e, 19e, 20e, voilà. Il y avait une salle indoor dans un parking en souterrain. Et c'est là que j'ai fait mes premières armes en tant que vendeur. Ensuite, j'ai fait mon armée. Au retour de l'armée, j'ai repris le boulot. Alors, entre-temps, j'ai passé mes diplômes. Entre parenthèses, en architecture, voilà. Mais l'école d'archi était à 900 mètres de la boutique. Donc, vous imaginez bien que je passais plus de temps dans le shop que à étudier l'archi. Et le diplôme en poche, en fait, j'ai préféré continuer dans le paintball. Donc, je suis passé en plein temps dans ce shop et très, très vite, j'ai eu une opportunité de monter ma propre boîte, mon propre shop. Et j'ai commencé en 98 avec la première boîte qui s'appelait X Games Paintball pour les anciens. Beaucoup ont connu. J'ai commencé à Lille, sur Lille, et le succès aidant, j'ai pu revenir sur Paris avec un deuxième shop, plein cœur de Paris. Et voilà, et de fil en aiguille. Et puis, mon parcours m'a amené à. Comment il s'appelait le deuxième? Le deuxième, c'était toujours X Games Paintball. Ah, ok, en fait. X Games Paintball à Lille, ensuite Paris. Malheureusement, j'ai dû fermer la boutique de Lille. Je ne pouvais pas non plus gérer les deux comme ça. Et puis, à l'époque, j'aime bien me charger la mule. À l'époque où j'ai ouvert la boîte un an après, je suis devenu papa. Voilà, mon premier fils. Et ce qui fait que j'ai commencé ma carrière entre guillemets d'indépendant sur Paris, en région parisienne. Voilà. Ok. T'es resté combien de temps avec ce magasin-là? Voilà, ce magasin, donc jusqu'en 2003. Voilà. 2003. Ouais. 2003. Malheureusement, donc l'aventure se termine, l'aventure X Games se termine. Le problème économique, problème de gestion, vu que je n'y connaissais rien en tant que gestionnaire, je dessine à la base, donc ça a été un peu compliqué. Mais j'ai su me rebondir peu de temps après en Belgique. Et ouais, je me suis expatrié en Belgique où j'ai ouvert. Je travaillais d'abord pour différentes boîtes, dont une aux États-Unis. Et ouais, mon parcours m'a emmené aux États-Unis. J'ai bossé pendant 2 ans pour une boîte américaine, Systemix, pour ceux qui s'en souviennent encore. J'ai rejoint une team dans la R&D, donc on designait, on imaginait des lanceurs et je formais les techniciens sur place. Ensuite, au bout de 3 ans, je suis revenu en Belgique où j'ai monté Big G Paintball. Voilà. Donc j'ai continué. T'avais un terrain, non, il me semble aussi. Exactement. En fait, j'ai commencé que avec de la vente de matériel et de la réparation, évidemment. Donc j'avais 2 magasins, Charleroi et Namur. Et vers 2012, oui, c'est ça, 2010-2012, j'ai ouvert un terrain. Donc, c'était le Big G Paintball Park, voilà, qui s'est trouvé au nord de Mons. Et alors, pour la petite histoire, pour me mettre dans le contexte, pourquoi j'ai ouvert un terrain à l'époque, c'était la crise. Donc, une bonne crise économique qu'on s'est pris dans la gueule un peu partout dans le monde. Donc, tout ce qui est vente de matériel et tout ça, c'était un peu compliqué. Et à l'époque, je me suis dit, pour redynamiser un peu le marché, du moins le marché local et le mien, il fallait des joueurs. Et pour avoir des joueurs, il faut des terrains et dynamiser un peu tout ça. Voilà. Donc j'ai ouvert un terrain en pleine période de crise. C'était une excellente expérience dans le sens où il fallait tout construire à partir de quasiment zéro. J'ai fait des choix qui aujourd'hui, avec le recul, n'étaient pas forcément les meilleurs. On en reparlera, je pense, après.
Voilà, mais dans tous les cas, voilà, l'aventure a duré un peu plus de 2 ans. Et puis au bout de 2 ans, j'ai dû tout fermer, magasin, terrain, etc. Et j'ai rebondi en France en revenant sur Paris. Voilà. Et c'est là où là est né Paintball Garage. Pas n'importe où sur Paris, t'es revenu. Pardon? T'es pas revenu n'importe où sur Paris. Il me semble que c'est pas vers la Queue-en-Brie que t'as réouvert le. Oui, oui, c'est ça, ouais. Ouais. Donc en fait, je suis revenu donc avec toute ma famille, hein. J'ai eu entre-temps un deuxième garçon. Et avec toute la famille, on est revenu en région parisienne, donc dans 94, à la Queue-en-Brie, exactement. Mes locaux, voilà l'anecdote, mes locaux étaient juste derrière ceux de la Fédé. Voilà. Ouais. Donc Paris. Et puis en 2017, si je dis pas de bêtises, donc j'ai déménagé et jusqu'au local où là, je vous accueille aujourd'hui via la vidéo, c'est donc sur Épernay, donc dans le 51, dans la Marne, où je suis là depuis 2018. Voilà. Ok. Joli parcours C'est quand même. grosso modo mon parcours. Ça, c'est le Donc aujourd'hui, parcours, ta mobilité dans le paintball depuis que tu as commencé. Professionnellement, bon, tout le monde le sait, tu es un des réparteurs tech en France. Il n'y en a pas 50, hein. Donc ils sont faciles à cibler, hein. Si tu en as 4 ou 5, c'est grand max. ouais, Parce que tu as toi, tu as Eric chez Camp, exactement. tu as en MacDev, euh, comment il s'appelle? Sébastien, Sébastien Dio. voilà, de Euh, pause. de Sposed. Qui on va avoir d'autres? Ah, j'en ai 3. J'ai dit 5, Et j'étais là. après, il y a un autre technicien historique sur le marché français, c'est Sébastien, qui aujourd'hui gère le terrain de Paintball Select, Oui, voilà, en région Septec. Oh là parisienne. là là là. Ouais, Quand j'oublie même. Seb. Ouais, il va m'en vouloir à mort. Disons C'est- qu'avec Tech, oui, Ouais, putain, j'oublie Seb. Ouais, excuse-moi Seb. Il a nettoyé mes pots de cul pendant des années. Non, bon, ok. Oh merde. ce 4. sont les deux dinosaures Ouais. du Ouais, marché encore présents. vous êtes les plus anciens, on va dire. Eric est un peu plus récent, même s'il n'est pas tout jeune. Et il n'y avait pas un tech DLX encore? Non. Alors, quand tu parles de techniciens français, donc des techniciens qui ont un historique et dans le milieu du paintball et qui ont été actifs, hein, attention. Ouais. Donc après, je connais des joueurs qui bidouillent un peu leurs lanceurs et tout ça, mais des techniciens confirmés, malheureusement, je pèse mes mots, on n'est plus qu'une toute petite poignée sur le marché. On a Et, réussi à en citer que et 4. On a réussi à en citer que 4 et ouais, c'est pauvre par rapport. Alors, je dis pas que le marché est énorme, mais ça viendra après dans les questions qui vont venir, mais c'est quid de après, quoi. Donc, voilà. il faut des passionnés qui, à un moment, se disent est-ce que je peux me mettre là-dedans pour en vivre? Parce que toi, tu en vis aujourd'hui de Alors cette pratique. effectivement, voilà. Donc mon métier aujourd'hui principal est l'appréciation technique. C'est-à-dire je répare, j'entretiens, je customise les lanceurs de paintball, entre autres. Enfin tout ce qui est lié aux lanceurs et tout le matériel autour. Donc je suis multimarque et à côté, donc accessoirement, je vends aussi du matériel via un site internet. Alors auparavant, j'avais des boutiques, des boutiques ouvertes au grand public et tout ça. Mais ça c'est aujourd'hui avec l'internet, je dirais que c'est fini. Voilà. Et L'Internet. oui, voilà, Alors, moi, je suis l'internet. boomer, mais l'Internet, ça, je l'utilise pas comme mot. Faut venir avec son temps. Enfin, j'essaye. Voilà. Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'on aura toujours besoin d'un technicien. Et je dirais que c'est l'un de mes sacerdoces depuis 30 ans. C'est essayer de faire comprendre, surtout auprès des joueurs, que ce qu'on a dans les mains, on joue avec du matériel, on joue avec des choses très très techniques quand même.
Et donc, s'il demande un minimum d'entretien, de réparation, de pièces détachées. Et je vais dire par là, mon rôle, alors, certains vont se dire, oh là, il se la joue un peu trop, mais mon rôle est quand même essentiel dans la pratique de notre sport. Par contre, ça implique aussi que chaque joueur, chaque possesseur, qui a son lanceur, peut-être que ça demande aussi un entretien personnel. Et malheureusement, c'est un de mes combats depuis 30 ans, et essayer je ne dis pas d'enseigner, mais de montrer le b.a.-ba, et que mes interventions, effectivement, mes interventions à 80%, c'est dû au manque d'entretien ou l'absence d'entretien quasiment de la part des joueurs. Et alors même si c'est mon gagne-pain, on va dire, entre guillemets, j'ai quand même un rôle de conseil. Et alors, suivant les générations, suivant les périodes, on écoute plus ou moins, mais c'est encore difficile, faut en compter. Et tu as raison, c'est un métier de passion avant tout, comme tout artisan, parce que je ne me considère pas comme un grand professionnel, plutôt comme un artisan, où c'est pas facile tous les jours. Et pour revenir donc à mon statut. Aujourd'hui, ouais, je suis un artisan, je travaille dans le milieu du paintball. C'est de la passion, donc ça veut dire quoi? En plus d'être indépendant, évidemment, hein, moi je suis mon propre entrepreneur, mais il ne faut pas compter sur le temps. Il faut se dire, est-ce que c'est pas un métier où, très honnêtement, je vais être très très clair là-dessus, si vous voulez vous enrichir vite, bien, et faut pas choisir technicien dans le paintball, ça c'est sûr. Maintenant, les avantages, même s'ils ne sont pas forcément matériels, mais par contre, l'expérience de vie, c'est tout autre. Mais ça, c'est commun à toutes les personnes qui travaillent dans leur passion. Voilà. Moi, je suis tombé dedans, j'étais au lycée, j'étais gamin, Ouais, mais et je suis toujours là-dedans. qui peut dire qu'il s'est enrichi avec le paintball? À part, Je ne sais pas. et enrichir, c'est un grand mot en plus. Oui, c'est un grand mot, attention. Parce que même si je prends les gens qui dans l'image collective, ont eu une réussite dans le paintball, je pense que leur enrichissement, il vient pas du paintball. C'est ou très peu. Je crois que je l'ai même déjà fait cette question, j'ai déjà répondu avec Pascal. Concrètement, Laurent Hamet peut-être. Qui d'autre? Disons, je ne suis pas le meilleur pour répondre. Thomas Seligman, mais encore, il a fait fortune ailleurs avant ça. Il a juste géré sa carrière honnêtement jusqu'à ce jour. Donc, et ce qui fait qu'il a gagné de l'argent, mais c'est pas avec ça qu'il a fait fortune. Ouais, le paintball, c'est pas un milieu. Il n'y a pas un vivier assez important pour faire fortune dans le paintball français. Non, clairement. Après, voilà. Ta clientèle, elle est française ou elle est un peu de partout? Alors, je dirais qu'elle est à 80% française actuellement, et ensuite internationale. Donc, je travaille beaucoup avec les pays voisins, donc l'Europe, des clients aux États-Unis, des clients en Asie. Ensuite, c'est le bouche à oreille, c'est voilà. Et puis, de par mon statut auprès d'une certaine marque, d'un certain fabricant de lanceurs, donc je suis amené à voyager énormément. Et tu peux nommer, hein, j'ai aucun problème avec ça. Ouais, voilà. Donc moi, je suis sous contrat avec DLX, voilà, le fabricant des lanceurs luxe et choqueurs et la gamme de canons fric. Et donc, dans le cadre de ce partenariat, je voyage énormément à l'international, et donc c'est pour ça que je rencontre beaucoup de clients et de joueurs de tous les pays. Voilà. Ok. Alors, tu as tout ton parcours pro. On ne peut pas oublier. Pourquoi je vais en parler? Parce que je sais que sur ton parcours de joueur, tu as un fanion que tu peux accrocher, que peu de joueurs en France peuvent accrocher, d'une victoire sur une équipe. Là, tu vois, je sais, tu sais de quoi je parle. Tu as joué dans diverses équipes. Tu peux nommer un peu ton parcours en termes de joueur? Alors, en tant que joueur, donc lorsque j'ai débuté, donc c'était les prémices
très peu de temps après que je commence à jouer, il y a eu les prémices de la dite compétition. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle les compétitions Woodland, Woosball, pardon, Woosball. Mais à l'époque, c'était la norme en compétition. On jouait dans les bois et ça a commencé dans les années 92-93 en Europe et notamment en France. Donc j'ai commencé avec ma première équipe qui s'appelait les Roadrunners. Voilà, d'ailleurs, au mur, là, j'ai encore mon maillot de l'époque. On jouait en Ligue Île-de-France. Et donc, on fait partie de ces équipes qui ont créé la Ligue Île-de-France. En fait. Voilà. J'ai eu la chance, c'est vrai que dans mon parcours tant professionnel que surtout en tant que joueur, j'ai connu toutes les étapes du paintball, notamment en France. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil à Thomas, tu l'as évoqué tout à l'heure, Thomas Seligman de Camp. Et quand j'ai commencé, j'ai commencé en France parce que j'ai vu une pub de sa salle. Il avait ouvert une salle à Asnières. Et j'ai vu une pub, on en parlait dans une émission, je crois que c'est au Canal+. Et, tout de suite, j'ai vu, oh super, c'est arrivé en France, parce que j'avais découvert le paintball aux États-Unis quelques années avant, lorsque j'étais ado. Et je vois, ça y est, c'est arrivé en France, c'est top. En plus, c'est à Paris. Et donc voilà, donc un petit clin d'œil à Thomas qui a fait énormément pour la communauté, pour voilà, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le parrain du paintball français. Et il est toujours là, hein, comme tu l'as dit, il est toujours là. Et donc Toujours. ça, donc je ferme la parenthèse. Voilà. Pour revenir à mon parcours, donc Roadrunner. Ensuite, j'ai joué Peacemaker, donc une équipe parisienne. Pour l'anecdote, le capitaine était Richard Feltin, donc que beaucoup connaissent parce qu'il est à l'origine de la plupart des magazines français de paintball qui ont bien fonctionné dans les années 2000. Entre autres, on le voit encore sur la division 1, donc c'est lui qui fait les reportages et tout ça. Voilà, donc Peacemaker, j'ai fait un passage par Redwood. Donc avant et après mon armée. Voilà. Donc je suis resté 2 ans chez Elwood. Ensuite, j'ai fait une petite pause. Je suis devenu papa, j'ai monté ma boîte, je suis devenu indépendant. Ensuite, j'ai refait un peu de compète en amateur comme ça avec une équipe parisienne, une petite équipe de potes qui s'appelle Sconce. Et Sconce, donc on faisait le Millennium, hein, entre autres. Voilà. Et quand je suis arrivé en Belgique, j'ai créé avec un des professionnels belges de l'époque, j'ai créé les Blackouts, la team Blackout, donc qui a fait pas mal de résultats. Et ce que tu as évoqué tout à l'heure, la petite anecdote sympa, c'est avec ma team Blackout, on est une des rares équipes donc à avoir battu Dynasty, donc sur les territoires européens, et Dynasty à la grande période. Ouais, les vrais. Lang, Greenspan, Fredge. Voilà. On est sur le roster de base sorti des Iron Kids et qui trustait tous les championnats à ce moment-là. Ah bah, c'est simple, hein, donc c'était en 2005, je m'en souviens, c'était jouait en 1 point, février 2005, un tournoi en Espagne. En fait, c'était voilà, et c'est leur seule défaite cette année-là, et contre nous. Et c'était en match de finale, en poule de finale. Et premier match du matin, tête dans le cul, on nous annonce les poules et on regarde sur la liste. Ah, Dynasty, cool. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, alors je ne sais pas si aujourd'hui, mais à l'époque, les équipes pro, dites pro, qui gagnaient tout ça, on pouvait les rencontrer sur les petits tournois et même sur le circuit Millennium. On avait le système de jeu faisait qu'on rencontrait au moins une équipe pro, une équipe amateur, donc semi-pro, et ensuite les autres équipes de sa division. C'est ça. Et donc, ça permettait une bonne mixité. Et donc, voilà. Et pour revenir donc, à ce fameux match, donc on les bat et c'est moi qui raccroche devant. À l'époque, en plus, les joueurs touchés devaient rester derrière leur base de départ. Ouais. Je suis arrivé à buzzer devant toutes les dynasties qui ne revenaient pas de leur défaite. Voilà. Et à cause de nous, donc il ne monte pas sur le haut du podium. Voilà.
Donc alors effectivement, c'est ma petite étoile à moi. Ouais, Voilà, ça, faut c'est savoir le vraiment. garder, il faut l'accrocher, ça. C'est le trophée que tu. Ouais, donc ça fait plus partie des petits à côté. Voilà, c'est des trucs sympas qu'on puisse raconter aujourd'hui. Bon, évidemment, quand je raconte ça, j'ai l'impression d'être un vieux pépère. Non, Faut puis dire, c'était il y attention, a 20 ans. c'est une autre époque. Il n'y avait pas Internet comme il y a aujourd'hui, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Nous, on était à Paris, on a eu l'info dans la demi-heure. C'est-à-dire que Alors, concrètement, c'était le phénomène. alors le truc, c'est que, puisque tu en parles, donc faut savoir que la petite histoire, à l'époque, en 2005, Dynasty, 3 mois avant, avait changé d'équipementier en termes de lanceur. À l'époque, moi, j'étais Master Tech chez WDP, Angel. Angel, Donc, j'étais leur, ce qui tirait dans les leur, coins. voilà, ouais, mais bon, c'était le lanceur que tout le monde voulait avoir, l'électro, et j'étais leur Master Tech pour la France. Et il faut savoir que sur le circuit Millennium, j'étais le tech officiel des Dynasties pendant quasiment 2 ans. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils venaient jouer le Millennium, ils étaient en Angel, et donc j'étais leur tech attitré. Et le truc, c'est que donc 3 mois avant ce fameux tournoi, ils signent chez la concurrence. Le grand ennemi de WDP à l'époque, c'est l'ancêtre de DLX. Ouais. Et ce tournoi-là, c'était le premier tournoi qu'ils jouaient en Europe avec les premiers shockers. Voilà. Et donc, on les bat. Et il faut savoir qu'effectivement, ça a fait grand bruit parce qu'ils étaient arrivés vaincus. Ils lui battaient tout le monde. Voilà, parce que le tournoi durait 2 jours. Et donc, le match de poule de finale, ils perdent contre nous. Et à peine, même pas 10 minutes après, je reçois un coup de fil du patron de WDP qui m'appelle pour me féliciter. Alors tu disais, oui, les balbutiements de l'Internet. Et sur leur site et dans les forums, ils avaient déjà posté un truc comme quoi Dynasty aurait mieux fait de pas passer chez les méchants. C'est ça. Voilà. Alors, Ça, c'était marrant. Angel n'existe plus. WDP, ça n'existe Non, plus. malheureusement. Non, Donc, la boîte a fermé. Rien n'empêche d'en parler. Il y avait quoi dans le gun des Dynasties à l'époque où tu t'en occupais? Non, j'ai signé un contrat de non-divulgation, donc je peux rien dire. Qui est caduque aujourd'hui. Je sais pas. Ah ouais, t'en es à retenir Disons des que leur infos. Angel, disons que leur Angel fonctionnait très bien et c'était très 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 bien réglé. Voilà. Moi, je les ai vus tirer tout seuls, les gars. Donc, tu peux raconter ce que tu veux. Alors pour situer le contexte pour les petits jeunes qui nous regardent, donc à l'époque le mode de tir c'était du semi-auto, c'est-à-dire que tant que vous appuyez sur la détente, quelle que soit la cadence de tir, c'était un appui, une bille. Le mode ramping, les rafales, tout ce qui est ces trucs n'existait pas. Voilà. Donc et c'était pas limité en termes de cadence de tir. Dans la théorie. Donc si avec vos petits doigts vous arriviez à atteindre les 20 bisecondes, vous tirez 20 bisecondes. Mm-hmm. Voilà. Bon, maintenant, dans la réalité, hein, il y a ce qu'on dit, mais dans la réalité, je vous défie de tirer 20 billes en 1 seconde avec vos petits doigts. Donc, voilà. Ouais, c'est impossible. Mais on est tous d'accord, ces guns-là étaient cheatés à mort. Ouais, il n'y avait pas que. Non, mais bon, là, je te tiens. Je savais pas que tu étais tech de Dynasty à cette époque-là, donc je le découvre et j'en profite. Je me dis, est-ce qu'on peut pas taper un peu dans les sujets qui ne sont jamais abordés? Donc ouais, à l'époque, mais ça se savait, toutes les grandes équipes, c'était le démarrage de l'électro, les mecs programmaient les cartes. J'ai acheté des guns, moi, à une équipe française, les premiers guns que j'ai achetés. Je vais pas les nommer parce que ça sert à rien, ils sont encore actifs. Et ils me les ont repris 2 heures après parce qu'il fallait qu'ils remettent les cartes d'origine. Ouais. Alors après, c'est pas avec l'Angel, ou vraiment le. Non, c'est avec les Smart Parts. Même pas. Wow. En fait, je dirais que si on revient un peu plus de 20 ans en arrière, le lanceur à partir de 2002, le lanceur qui a dominé le marché, en fait, en haute compétition, c'était l'Intimidator de chez Boblon. Ouais. Voilà. Le lanceur, en fait, c'était celui que tout le monde s'arrachait. C'était 80% des joueurs haute compétition n'utilisaient que cela, tout simplement parce que son électronique permettait de tirer vite. Puis la culasse, ça se retire en 2 secondes.
Voilà, oui. Avec la tige que tu Euh, retirais par le dessus, tu tirais ta culasse. Voilà. Et pour ceux qui ne jurent que par Planet Eclipse, par exemple, il faut savoir que les popettes de chez Planet Eclipse, moi, la génération Igo et puis aujourd'hui élevée, bah, en fait, c'est dérivé directement de l'Intimidator. Mm. Voilà. Donc, Planet n'a rien inventé. Ils ont repris la formule de l'Intimidator en le faisant plus léger, plus fiable et de bien meilleure qualité. Et pour terminer avec ça, donc c'est sur l'Intimidator que les premières cartes de tricheurs ont réellement apparu. Le mode ramping que tout le monde connaît aujourd'hui, voilà, il faut savoir que le mode ramping était à l'origine un mode de tricheur. C'est-à-dire Oui, parce qu'on qu'un n'avait pas le jour, il y droit à a l'époque. quelqu'un qui n'avait pas droit à l'époque. Et il fallait un mode qui permettait de tirer vite, sans effort, mais qu'il fallait quand même pianoter pour. Voilà. Et, le full auto, les modes rafale, étaient beaucoup trop visibles, puisqu'il suffisait de garder la détente appuyée pour ça renvoie les billes. Là, le ramping, il faut pianoter. Donc, en fait, le ramping, c'est ça. C'est à la base, c'était un mode de tricheur. Et à force, bon, bah, comme tout le monde l'utilisait, au bout d'un moment, bon, les instances ont décidé, bon, bah, on va autoriser cela avec certaines restrictions. Et en fait, depuis 15 ans que le mode ramping est autorisé, en fait, il y a eu une évolution au niveau du mode ramping. Le mode ramping, quand ça a été autorisé, bah, c'était l'année en 2005, où ça a commencé à se généraliser. Le mode ramping, c'était du 15 millisecondes et le déclenchement, c'était au quatrième appui sur la détente. Donc, on pianotait. Il n'y avait pas de condition de durée ou de cadence de tir minimale à maintenir et ça partait direct. Ouais, ouais. Alors qu'aujourd'hui, c'est du DB, il faut le maintenir gentiment, on va dire. Voilà. Donc, pour des joueurs qui ont connu les premiers modes ramping, aujourd'hui, le ramping d'aujourd'hui, c'est très, 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 très lent. Voilà. Ouais, c'est du DB. DB, tout le monde l'atteignait. Hein. C'était, enfin, à Exactement. l'époque. Donc, Tech chez WDP. Ouais. Aujourd'hui, Tech chez DLX. Entre les deux, il y a eu d'autres marques. Alors, WDP, ensuite, après, j'ai été indépendant Alors, j'ai toujours travaillé avec toutes les marques. Hein. Je suis technicien multimarque. Voilà. Et ensuite, oui, effectivement, ensuite, j'avais des contrats d'exclusivité. Alors, ça veut dire que je travaillais pour certaines marques, mais cela ne m'interdisait pas sous les noms successifs de mes différentes boîtes, de travailler sur d'autres lanceurs. Voilà. C'est le cas aujourd'hui avec Paintball Garage. Donc, je Oui, t'es travaille sur toutes les multimarque. marques. Voilà, je suis marque, mais pour certaines séries, certains tournois, voilà. Et puis là, je suis exclusif pour DLX. Voilà. Oui, c'est-à-dire Donc, qu'aujourd'hui, pour revenir, tu te oui, déplaces sur toutes les compétitions internationales pour DLX. ouais, c'est ça. Toutes les NXL, la World Cup. Alors, NXL Europe, NXL USA lorsqu'ils ont besoin de moi. Et après, selon les disponibilités, mais je fais au moins 2 NXL aux États-Unis tous les ans. Ouais, dont la World Cup ou en plus de la World Cup. En plus de la World Cup. D'accord. Ce qui te permet d'aller chercher du matériel aussi, je suppose. Disons que je profite de mes déplacements pour déjà rencontrer les divers fabricants, mes fournisseurs, etc. Parce que faut pas se leurrer, lorsqu'on va à une initiale aux États-Unis, bah là, ça permet de pouvoir voir un maximum de fabricants, de fournisseurs au même endroit. Là, ça Ouais. évite de multiplier les voyages et tout, et de maintenir une certaine veille technologique comme industrielle, voilà, par rapport au marché. Et pas se leurrer, hein, 90% du marché mondial suit le marché américain. Bah, Donc, c'est le plus gros marché, donc ça serait dommage de partir à contresens. Hein. alors pour revenir à mon parcours, donc après WDP, j'ai dans les années 2000, j'ai eu l'occasion de bosser avec Dai aux États-Unis. Alors, En fait, tiens, je fais une parenthèse. Intimidator, donc on est chez Bob Long, ancien joueur de paintball des années 90-2000, 2000 sur la fin. Hein.
la DAI, c'est Dave Youngblood, donc c'est pareil, c'est un ancien joueur de paintball pro qui avait créé sa marque. Ouais. C'est ça. On est toujours dans l'évolution des mecs qui, à un moment ou à un autre, prennent le taureau par la corne et créent des choses. On est d'accord. Ok. Vas-y, excuse-moi, c'était la parenthèse. Donc Dave Youngblood, donc DAI Paintball. Donc ça c'était. Attendez. J'essaie de reconstituer un peu mon parcours professionnel en tant que technicien. En fait, j'ai toujours travaillé avec toutes les marques. Donc mais en termes de contrat, mon contrat réel par la suite, c'était donc avec DAI. Donc j'étais le représentant Tech DAI pour la France en 2000. Ça a commencé en 2010, si je me souviens bien. Voilà. De 2010 jusqu'à 2013. Ok. Donc, contrat avec DAI. Et par la suite, j'ai signé avec GI. GI pour Boblong. Okay. C'était à cette période-là, donc GI distribuait les lanceurs Boblong et c'était leur modèle, leur flagship dans leur pack pour les équipes et tout ça, parce que bon, GI a toujours été centré sur la bille essentiellement, mais bon, ils ont tout un panier de marques de matériel divers et variés, et à l'époque, ils avaient un contrat avec Boblong. Donc pendant 2 ans, si je me souviens bien, j'assurais le suivi technique des lanceurs Boblong via GI, donc sur le Millennium en Europe, pour l'Europe. Ok. Et donc, j'ai pu partager un peu avec Boblong lui-même avant qu'il ne revende sa marque, sa boîte et tout, qu'il prenne sa retraite. Et c'est après que tu passes sur DLX? Ouais, c'est ça, en 2014. Donc, je signe avec DLX. C'est eux qui sont venus me chercher. À chaque fois, on est venu me chercher. Hein. Donc, et DLX, donc, ils avaient un technicien qui gérait l'Europe, mais entre guillemets vieillissant, et ils cherchaient un successeur pour pouvoir assurer tout le suivi technique pour l'Europe. Et le bouche à oreille, tout ça, font que ils sont venus me chercher. Voilà. Et depuis, donc, je suis chez eux. T'as quel âge? D'après toi? Ouais, non, sérieux, je fais la blague raciste ou pas? Tu sais qu'une partie de ma famille est asiatique, hein, et tu sais qu'ils vieillissent jamais, ces gens-là. Donc, Voilà. Non, mais on a des clones, donc non. Mais on est le combien aujourd'hui? On est le 19, 18, 19, voilà. Dans une petite dizaine de jours, je passe les 54 ans. Voilà. 54. Donc, on a une bonne dizaine d'années devant nous où on a encore un tech. Écoute, je l'espère. Donc là, tu abordes le sujet qui, alors je dis pas qui fâche, mais qui désole un peu. On peut se le garder pour après si tu veux. Celui-là, il est chiant. Ouais. Ouais, Voilà. c'est le après, il est chiant. Comment on nous a dit que tu avais monté un terrain, que tu as eu plusieurs magasins. Alors, ça va être deux sujets en même temps. Comment tu as essayé de promouvoir le paintball de par tes pratiques, tes sociétés, et comment tu as vu l'évolution de l'industrie du paintball depuis les années 90, hein, depuis que tu as mis un pied dedans. Donc, premier sujet, comment tu as essayé de promouvoir, toi, la pratique du paintball, parce que tu as vu se naître la ligue, la fédération, les règlements, tout se structurer en fait de rien. Hein. Tu as vu les parcours pro, enfin privés, on va dire, les parcours associatifs. Oui. Comment toi, tu as essayé de mettre ta pierre à l'édifice ou pas, hein, tu peux très bien dire non, j'ai juste été en tant que pro au travers du paintball, mais comment tu as essayé de développer tout ça? Alors, j'ai évidemment, comme beaucoup, au tout début de ma carrière, donc j'ai été président d'association, donc via le biais associatif, donc j'ai essayé de rameuter le maximum de joueurs. À l'époque, c'était l'essentiel était faire connaître le paintball et sortir un peu du côté jeu guerrier extrémiste. On se faisait traiter de nazi quand même. Donc, quand tu vois ma face, en plus à l'époque j'avais les cheveux encore plus longs, le bon look d'étudiant asiate, et je me faisais traiter de nazi. Donc parce qu'on avait une image
de milices qui s'entraînaient dans les bois en camouflage et on jouait à la guéguerre. Donc, donc pendant quand même de longues années, avec mes camarades, on tendait à vouloir toujours montrer toujours cet aspect un peu plutôt ludique aux Indiens et tout ça, du paintball, donc à travers les parties, les big games, même les tournois. Alors, c'était pas évident parce que les tournois se jouant dans les bois, il n'y avait pas la même notion de sécurité et de visibilité qu'aujourd'hui. Donc, je dirais que c'est par là que l'évolution est surtout arrivée. Donc, sortir le paintball des bois, même si pour moi, voilà, ça c'est un avis personnel, le paintball reste un jeu à multifacette et le jeu dans les bois fait partie du paintball. Moi, Totalement. c'était une erreur de vouloir cacher ça. Ah Ça, ouais, c'est un autre sujet, voilà, mais qui peut être intéressant à développer. on y viendra. C'est le paintball sportif, donc l'aspect sportif, le fait de jouer sur des obstacles visibles, gonflables ou pas. Hein. Donc, mais à partir du moment où le jeu s'articule autour du sport d'équipe, d'une stratégie d'équipe et puis un jeu individuel, ouais, ça a pas mal aidé pour la reconnaissance du paintball aux yeux du grand public. Mais aujourd'hui, et quand tu regardes l'évolution, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est promouvoir le jeu en lui-même. Donc la partie ludique, donc ça passe par les terrains de location, Mhm. les multi-activités, Ouais. le jeu purement loisir où on n'est pas obligé de tirer 200 billes pour shooter un joueur en face, mais juste pour s'amuser. Et c'est là où tu crées les vocations. Ensuite, la partie visible, donc le haut de l'iceberg, donc le speedball, là, il faut parallèlement aussi le développer. Mais je dis encore une fois, et ça, c'est un avis qui n'engage que moi, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit, hein, comme disent les vieux. C'est-à-dire, c'est ne pas se dire, ne pas se tromper de discours en disant, voilà, le paintball, c'est qu'un sport, ça joue que dans les stades, il faut s'équiper de matériel hors de prix, c'est ultra technologique, il faut être bien sapé, etc., etc., euh, pour promouvoir le paintball. Pour moi, c'est faux. Voilà. Le paintball sportif est encore aujourd'hui réservé à une élite. On le voit, hein. En termes de marché, en termes d'industrie, il faut savoir promouvoir les deux. Moi, à mon niveau, jusqu'à aujourd'hui, hein, depuis 30 ans, quand quelqu'un me pose des questions ou alors quand j'essaye d'introduire le paintball auprès de personnes qui ne connaissent pas ou qui ont que des a priori, c'est le jeu en famille, le jeu entre amis, les terrains de location dans les bois ou sur des palettes, tout ça. Pas forcément l'aspect sportif. Ensuite, dans mon discours, je montre, voilà, ça existe aussi un aspect sportif où là, c'est très structuré aujourd'hui, mais ce n'est pas accessible au plus grand nombre. Or, pour que l'activité en elle-même ou l'industrie en elle-même puisse se pérenniser, exister et faut qu'il y ait d'économie, il faut qu'il y ait des joueurs. Et quand on regarde dans la quasi-totalité des autres sports ou activités sportives autour de nous, même les plus improbables, ce ne sont pas les sportifs hein, qui eux-mêmes qui font l'économie, ce sont les pratiquants lambda. Voilà. Ouais, là je te rejoins à 200%. Aujourd'hui, pendant 15 ans, au travers du paintball sportif, on a dénigré le pratiquant loisir. Euh, Exactement. En disant, bah, il n'existe pas, entre guillemets, c'est pas la même pratique, alors que c'est la même pratique, hein, des billes dans un lanceur et ça tire. C'est juste, quand tu prends un jeune de 20 à 25 ans aujourd'hui, comment réussir à le motiver à investir 2000 euros, je mets 2000 euros pour donner une enveloppe, hein, pour se lancer dans le paintball sportif, c'est inconcevable. Les mecs, ils sont étudiants, ils gagnent 300, 500 euros par mois pour les plus chanceux quand ils ont le temps de travailler. C'est impossible. Donc soit tu les prends à l'école de paintball, puis tu les piques dès le départ, et tu les accompagnes, et donc il y a un ARA sur 10, 1 ou 2 qui vont pouvoir financièrement faire ça pendant leurs études, et t'en perdras 8 hein, sur les 10 parce que eux ils iront en études, ils seront en déplacement parce qu'ils vont aller faire des études à Nantes, à Reims, où tu veux, ou à l'étranger. Ils n'auront pas les finances pour suivre. Et en fait, les jeunes, c'est une partie de la pratique, c'est-à-dire qu'on pique des jeunes très tôt à la passion,
Mais il nous manque tous ces pratiquants qui, au long terme, vont devenir des passionnés par le loisir. Donc ça passe, comme tu disais, par les terrains qui vont développer des petits tournois privés chez eux, genre avec leur clientèle, qui vont inviter des équipes de loisirs à droite à gauche à venir plus régulièrement. Voilà, c'est tout ça qu'il faut développer et qui était la base du paintball en France. Je me répète, parce qu'à chaque interview, je le balance. Donc, c'est sans ce qui a été fait dans les années 90, on fait tous un autre sport aujourd'hui. On fait autre chose. Exactement. On regarde le paintball américain en disant putain, ça aurait été bien que ça arrive chez nous, ça. Mais il y a eu des choix qui ont été faits. On peut les critiquer, de mettre le sport avant tout. On a cherché pendant des dizaines d'années à se dire faut qu'on soit reconnu par l'État pour toucher de l'argent. En fait, on cherche pas le bon. Pour moi, c'est pas la bonne motivation. C'est-à-dire que si tu te dis faut qu'on soit reconnu pour toucher de l'argent de l'État, t'es celui qui veut toucher les aides de la CAF sans rien faire. Non, il faut qu'on développe. Il faut qu'on développe un panel de joueurs variés et que, comme tu disais, que le joueur sportif de speed soit le haut de l'iceberg, la partie visible, et en dessous, il y ait 10 fois plus de pratiquants. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a 1500 pratiquants en France, grosso modo, qui gravitent autour du paintball sportif. Que ça soit des joueurs sportifs, des jeunes, des clubs, des assos qui ont des joueurs réguliers, des arbitres, des médias, il y a à peu près 1500 personnes. S'il y en avait 15 000 derrière, en loisir, tu arrives avec un peu moins de 20 000 pratiquants, avec un dossier en disant voilà, maintenant on développe un peu, on a un peu de visibilité, et ça parle beaucoup de nous, aidez-nous à développer un peu plus cette pratique-là, et la rendre plus friendly, entre guillemets, c'est-à-dire que lui donner la possibilité d'être un peu plus visible pour le public, moins guéguerre, entre guillemets. Alors attendez, je vais tenter un truc parce que je viens de voir que j'ai plus de batterie dans mon téléphone et c'est ce qui me filme. Parce que si je fais ça, on me voit à l'envers. Ouais, on me voit forcément à l'envers. Donc, attends, 2 secondes, je fais du live. Hop. Voilà. Hop là. Je fais hop. Tac. Donc, oui, aujourd'hui, on a besoin des terrains, de tous les professionnels pour montrer le chemin. Pour dire, voilà, c'est par là, il faut recréer toute cette envie qu'il y avait au démarrage pour tous les joueurs, pour tous les pratiquants, et arriver à redéfinir une base saine du joueur de paintball. C'est très bien le sportif, le speed, c'est très très bien. C'est magnifique, puisqu'on a de grosses équipes françaises, on a pas mal de joueurs, mais c'est pas suffisant. Même pour une économie française, c'est pas suffisant. Toi, si demain je te dis il y a 10 000 pratiquants réguliers en plus, tu vas former quelqu'un. Tu vas pouvoir pérenniser ta connaissance, transmettre ta connaissance. Là aujourd'hui, c'est impossible. Tu peux pas payer quelqu'un que tu vas transmettre. Tu peux pas prendre un apprenti en disant je vais te transmettre quelque chose. C'est impossible. Financièrement. Donc la priorité, de me payer déjà. Non, je déconne. Oui, non, mais si. Dans le fond, tu as parfaitement raison. Aujourd'hui, le discours, oui, il a été biaisé pendant je dirais même une vingtaine d'années. Alors, tout n'est pas jeté. Au contraire. Au niveau de que ce soit de la Fédé ou même des pros, on a tous œuvré pour assainir une certaine image qu'on avait. On a réussi à l'assainir. Aujourd'hui, le paintball est entré dans les mœurs en tant qu'une activité, en termes de vie de garçon. On va faire du karting, on va faire de la moto, on va faire du paintball. Ça, c'est rentré dans les mœurs. Par contre, toujours en termes de loisirs éphémères ou juste en dilettante. Le gap aujourd'hui, il est entre le statut du paintball occasionnel, voilà, les locations, les terrains, tout ça, et le paintball dit sportif, les ligues, les machins, tout ça. Et entre les deux, il n'y a plus ce vivier de joueurs qu'on avait il y a encore une quinzaine d'années. La proportion, lorsqu'on avait 2 à 3 fois plus d'équipes de compétition, c'était qu'à côté, il y avait 10 fois plus de joueurs. Bah oui. Et qui jouaient régulièrement. On ne l'a plus aujourd'hui. Et parce qu'il est arrivé un moment où l'industrie ne pouvait pas suivre et survivre juste en
Alors, on va rentrer dans les détails. Voilà, c'est il y a une expression qui revient très souvent. Je crois même que c'est une expression qui a été inventée en France. Voilà, le paintball est un sport de riches pratiqué par des pauvres. Ah, je Donc, savais, il je y a savais qui a toujours eu dit ce ça. discours. Ah, on me l'a. Oh, la vache. J'ai su qui a dit Je- ça, mais je suis pas sûr que c'est un Français. Mais j'ai su. voilà. Bon, je sais plus. Moi, je suis parti d'une génération où on a commencé à jouer, on a été picousé à ça, où le paintball coûtait 100 fois plus cher qu'aujourd'hui. Ouais. Voilà. Ouais. J'ai vu toute l'évolution technologique, des prix et tout ça. Aujourd'hui, un jeune joueur qui arrive, un jeune qui arrive et qui veut s'équiper, que ce soit en loisir, en compétition, mais il a tout à portée de main, tout pas cher. C'est ça. Et malgré le discours du ça reste trop cher, c'est trop cher, c'est cet automatisme de dire oh là là, cette bouteille ça vaut tant, ce lanceur ça vaut tant, ah c'est trop cher. Je vais essayer de gratter. Non, on peut. À un moment donné, la formule elle est simple. Hein. Moins vous payez et plus vous allez acheter un prix et pas une qualité. Donc à un moment donné, Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est que moins tu veux Il n'y payer, a pas que ça. plus tu Et appauvris ta l'accès au pratique. paintball aujourd'hui, bien sûr. Mais aujourd'hui, l'accès au jeu n'a jamais été aussi facile et peu cher. Ah oui, alors Ça, c'est un fait. mais ça, Voilà. ça les joueurs d'aujourd'hui s'en rendent pas compte. Enfin, si, les anciens, mais Je ne rends pas compte du tout. Voilà. l'accessibilité des Le- terrains aujourd'hui, nous, quand on voulait jouer, t'as connu un RIS, le terrain de RIS Orangis, quand on jouait sur l'espèce de zone désaffectée là, à l'époque. Enfin, je veux dire, fallait être motivé pour y aller le dimanche matin. Hein. T'allais jouer dans la boue, dans la feuille, dans l'humidité, c'était une horreur. Avec le recul. Mais il n'y avait que ça. Enfin, dans mon secteur. Mais par contre, on a oublié que quel que soit le niveau de pratique, quelle que soit la forme de jeu qu'on veut faire, il y a toujours un coût. Et ce coût, il est supporté par quelqu'un. Par le joueur, par l'association, le club ou par le professionnel qui vous accueille. Après, donc rien n'est gratuit dans la vie. Après, c'est le nerf de la guerre. La guerre des prix, t'en fais partie. Si tu vois, toi, ta structure à toi est plus légère qu'une structure, on va mettre en avant les deux gros que je connais, PCP et Camp. Forcément, sur un prix donné d'un article, tu vas réussir à travailler le prix de manière un peu plus intéressante. Mais pas du tout. Ah non, pas du tout. Ah, ouais, je n'ai pas la force. Ok. T'as pas la force d'achat. T'as pas la force d'achat. Tu peux pas acheter 100 guns d'un coup. Ça, on est d'accord. Donc, tu peux pas tirer le prix vers le bas pour pouvoir faire une marge plus importante. On est totalement d'accord. Mais tu peux, sur du one-shot, te permettre plus de souplesse que eux, puisque eux ne peuvent plus se permettre dès l'instant où ils ont pris une quantité X. Mais pour revenir au sujet, c'est que plus tu cherches le prix bas, plus le joueur cherche le prix bas, plus il va appauvrir sa pratique. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'économie de marché de paintball, dans le marché du paintball, bah, tout se casse la gueule. C'est-à-dire que tu n'as personne qui peut entreprendre, qui peut développer, qui peut créer, s'il n'y a pas d'économie. C'est-à-dire que si la politique, c'est de dire on essaie d'avoir le moins cher possible tout le temps, bah, le château de cartes, il s'appauvrit, et au bout d'un moment, bah, il tombe tout seul, et ce qui fait que le paintball est en train, entre guillemets, parce qu'il y a quand même des gens qui y croient encore, est en train de gentiment se casser la gueule. Mais pas depuis hier, depuis 10-15 ans, parce que on s'est concentré sur les mauvais sujets. Bah, c'est simple, je reprends, on va revenir à mon cas, à mon expérience. Donc, j'avais un terrain en Belgique. Je l'ai créé à l'époque où tout allait mal pour moi. Il faut le savoir. La crise, les problèmes au niveau du business et tout ça, et au lieu de baisser les bras, au lieu de me dire, bon, bah, c'est foutu, je me dis, bon, il faut réagir. De toute façon, c'est lorsqu'on est au fond du trou qu'on va. Oh, pardon, j'utilise en plus le mauvais terme. C'est quand on est acculé au dos du mur où là, on commence à trouver des solutions. Et moi, à l'époque, voilà, il manquait ça, c'est du dynamisme au niveau du marché. C'est-à-dire, il faut créer des joueurs, il faut que ça joue. Quand les joueurs ils jouent, ils s'amusent et tout ça, ils vont consommer, ils vont acheter de l'habit, ils vont acheter du matériel, ils vont renouveler le matériel. En fait, c'est ça qui fait l'économie. Et donc, à l'époque, quand j'ai monté mon terrain en Belgique, je n'avais pas les moyens, hein, les banques ne suivaient pas. Je me suis autofinancé et pendant 1 an et demi, je ne me payais pas. Mais par contre, tous les 2 mois, j'organisais un tournoi ou un petit event. Donc, si on regarde les archives, sur mon terrain, il y a dû se créer une 12 à 15 équipes, et dont certaines existent encore. Des joueurs
qui débutaient en tant que location, bah, aujourd'hui, certains sont pros. Il y en a certains, je les ai connus, ils étaient enfants. Et aujourd'hui, ils ont une famille, ils jouent en pro et tout ça. Et par contre, voilà, tous les 2 mois, un tournoi, c'était plein à chaque fois. Hein. Il y avait des équipes de partout. Or, économiquement, c'était non viable. Si au bout de 2 ans, j'ai dû tout arrêter, bah, en fait, j'ai fait faillite, hein, tout simplement. Voilà, j'ai accumulé trop de dettes. Et quand on peut plus se payer et quand votre propre comptable vous dit bah, Gérard, arrête là parce que tu vas y laisser ta santé plus que ça, à contre-cœur, j'ai dû arrêter parce que moi, je ne comptais pas les heures, je ne comptais pas les jours. Et au coup par coup, ça a fonctionné, enfin, ça semblait fonctionner. Il y avait un dynamisme qui s'était créé. J'ai redonné vie à un marché local en Belgique. Mais sur le moyen terme, je n'ai pas tenu parce que financièrement, ce n'était pas viable. Donc, à partir du moment où l'environnement économique n'est pas viable, forcément, ça se casse la gueule. Et on aura beau dire, ah, c'était super, ah, c'est génial, ton terrain, il est propre, il y a un Super Bowl. Moi, j'avais un Super Bowl qui était clean, nettoyé tous les dimanches. C'était ouvert tous les week-ends. Et j'avais en moyenne 3-4 équipes qui venaient jouer, hein, pas forcément s'entraîner. Aujourd'hui, on dit training, mais ils venaient jouer. Et tous les 2 mois, j'avais un tournoi. J'avais créé mes propres séries de tournois. 3 contre 3, 5 contre 5, 7 contre 7. Enfin, c'était blindé à chaque fois. Et au final, quand on faisait l'addition et les soustractions, bah, c'était pas viable. Je me dégageais même pas l'équivalent d'un SMIC à l'époque. On parle d'il y a une quinzaine d'années. Voilà. Donc, il faut malheureusement toujours ramener à l'économie. L'économie de l'industrie et tout ça. Donc, pour revenir à la discussion, est-ce qu'il y a une solution? Non, il y a plusieurs solutions, mais il faut revenir au basique. Je vais prendre l'exemple des anglo-saxons. Donc, il y a une dizaine d'années, les acteurs principaux anglo-saxons se sont réunis, malgré les oppositions, malgré les parcours un peu antagonistes au niveau de l'industrie. Mais ils se sont dit, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose pour que notre marché persiste et que si on gagne de l'argent, c'est simple. Dans une industrie, si les acteurs principaux gagnent de l'argent, ils vont réinjecter de l'argent. Et le fait de réinjecter de l'argent, ça va dynamiser et ça va améliorer ce qui est l'offre pour les joueurs. C'est aussi simple que ça. Et donc, eux, ils se sont mis à promouvoir le paintball en général. Pas forcément la compétition. Pas se dire, ah, bah, venez, il y a une série, machin, il y a un tournoi, vous allez gagner de l'argent, vous allez gagner. Non, c'était jouer au paintball. Donc, ils mettaient en avant les terrains de location, les terrains qui existent, les petits events, voilà. Et c'est ainsi qu'ils ont recréé un espèce de tissu. Aux États-Unis, même si le marché il est 1000 fois plus gros et tout ça, ils ont aussi cette même logique. C'est-à-dire quand on regarde aujourd'hui les publicités sur les réseaux sociaux, les réels, les machins. Alors moi, je suis pas un as des réseaux sociaux, mais quand on regarde toutes les différentes plateformes, si vous regardez bien, il y a énormément de publicités ou de vidéos, des trucs tout simples, mais qui disent venez sur un terrain, venez jouer, venez tirer de la bille, venez entre amis. Voilà. Et c'est la meilleure approche. Donc, et donc il promouvoit le jeu en lui-même. Chez nous, on n'a pas encore cette logique. Ouais, tu penses qu'on ne devrait pas promouvoir le sportif, mais plus le loisir au travers des terrains et tout ce qui va se faire, le Woods ou les big games, pour être plus abordable pour le public lambda. Voilà. Et alors après, c'est vrai que c'est plutôt une habitude anglo-saxonne. Le loisir, le budget qu'on alloue au loisir, il est sacré. Ils ont cette notion-là de, bon, voilà, si on a les moyens, ou alors quels que soient nos moyens qu'on a, si on fait du loisir, on alloue un certain budget. Par chez nous, en général, attention avec des guillemets, je le vois, hein, c'est que le paintball c'est cool et tout ça, mais c'est trop cher et je vais aller, on y va à l'économie. Ouais. Moi, je dis toujours, il vaut mieux dépenser 3-4 € de plus dans un carton pour avoir une meilleure qualité, pour avoir une meilleure expérience de jeu. Tu n'es pas obligé de tirer un carton de billes dans une journée pour t'amuser. Tu n'as pas les moyens de payer le carton à, je sais pas, je dis une bêtise, 60 €, qui est un prix raisonnable, hein, attention. Il y en a qui vont hurler, ah, mais moi, je l'ai touché. On s'en fiche des avantages de chacun et d'autres.
Mais voilà, tu te dis une journée de paintball, voilà, j'alloue 50 euros. Je vais pas payer un carton 50 euros, parce qu'il y a aussi l'accès terrain, il y a le transport, il y a la nourriture, parce que le jeu de paintball, c'est une expérience qui est dans le temps. Voilà, on ne vient pas pour payer 15 minutes de karting, on vient s'amuser pendant 2, 3, 4 heures. Donc, au lieu de payer le carton qui est trop cher ou l'entrée est trop chère, vous payez l'entrée. Au lieu d'acheter un carton ou d'acheter un demi-carton ou même voir un sac, je garantis qu'avec un sac, vous pouvez vous amuser toute la journée. Et ce rapport-là, c'est une autre approche qui est compliquée, je dirais même très long dans notre culture franco-française. Mettre dans la tête des gens, c'est que tu n'es pas obligé de dépenser autant pour jouer, pour t'amuser, mais tu n'es pas non plus à être toujours dans le négatif et dire c'est trop cher, c'est machin, c'est ça. Et il vaut mieux jouer une fois tous les 2 mois et s'amuser que essayer de jouer tous les 15 jours, mais râler tout le temps. Et c'est ce pessimiste ambiant, pour moi, il nuit au développement et surtout à la. Voilà, c'est des joueurs, il y en a. Toi, tu parlais de 1500 joueurs de compétition. Peut-être il y en a peut-être 10 000. Ouais, peut-être j'exagère, je ne sais pas les chiffres. Allez, ouais, je dirais peut-être 5-6 000 joueurs loisirs réguliers. Mais il y en a 2 à 3 fois plus Ah, mais sur le. totalement. Non, Sur mais le... en fait, on n'a même Joueurs, pas. ils ne jouent pas parce qu'il n'y a pas d'activité locale, il n'y a pas de dynamisme. Je dis pas Et que le joueur n'existe pas. Je dis juste qu'on n'a pas su le fédérer. C'est-à-dire que concrètement, ouais, aujourd'hui, tout le monde est éparpillé en termes de loisirs, et que si demain on arrive à fédérer, à faire comprendre aux joueurs loisirs qu'il est aussi important, voire plus important que le joueur de speed, déjà on va lui montrer qu'il n'est pas tout seul dans son coin, que même s'ils sont en camo, même s'ils sont tout noirs, on s'en fout. Même s'ils jouent au bord des règles, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à refédérer tous ces gens-là pour recréer une pratique régulière, recréer un business autour du paintball, faire comprendre aux gens qu'il faut savoir payer pour faire une pratique. Enfin, au bout d'un moment, quand tu vas faire une pratique dans n'importe quel sport, tu peux pas juste arriver en disant, je sais pas moi, tu vas sur un terrain de golf, ou tu vas faire un karting. Tu prends des sports chers parce que le paintball est cher, entre guillemets. Si tu vas pas arriver sur un terrain chez un karting en disant, je viens avec mon karting, je viens avec mon essence, je viens avec tout, et limite, vous nettoierez la gomme des pneus en repartant, parce que quand je repars, parce que c'est pas à moi de le faire. Et puis tu dis, et en plus, votre entrée elle est très chère. Tu y vas jamais en faisant ça. Tu vas jamais au golf en disant, pour ceux qui ont pratiqué, votre droit d'accès, il est vachement cher. Les balles, non, je viens avec mes balles parce que vos balles dans le seau, là, non, c'est trop cher. Jamais. Il n'y a que en paintball où tu vois des mecs qui arrivent sur le bord du terrain en disant, mais c'est cher ton entrée, et la bille, non, elle est trop chère. Je vais venir avec ma bille. et c'est systématique. Et Et l'économie dans d'un les mœurs, terrain, l'économie d'un terrain, l'économie d'un terrain, elle passe par son entrée parce qu'elle a une structure à faire tourner, puisqu'elle va l'entretenir. Elle va apporter tous les ans un budget pour la création du terrain, enfin de nouvelles structures, pour l'entretien des structures existantes, pour la mise aux normes. Et la bille, c'est son partenaire, c'est ce qui le fait vivre au quotidien. C'est ça aussi qui va l'aider dans son développement économique. Si toi, tu veux pas participer à ça, faut pas y aller en fait. Faut pas y aller. Faut faire autre chose. Ou montre ta structure. Il y en a qui ont ce courage-là. Ça, je leur dis rien. Ils ont le courage de dire, moi, je monte ma structure, je tente le truc, et je vais apporter mon économie à la structure. Au bout d'un moment, tu verras que tu retournes vite fait dans les rangs en disant, voilà, il faut que je fasse de l'argent pour entretenir. Exactement. C'est obligatoire. Voilà, ça c'est l'économie du paintball aujourd'hui, mais c'est pas anodin parce que j'ai même réfléchi, tu vois, la Ligue Île-de-France aujourd'hui, chaque format c'est 5 manches. Je me suis même dit, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt aussi à dire, je fais 4 manches sur du speed et je fais une manche en wood, c'est-à-dire que je fais un championnat et la troisième manche, celle du milieu, ça va pas être sur du speed, ça va être sur du wood. Rien ne me l'interdit, hein. Je peux très bien le faire, mais Il n'y a pas encore si longtemps, voici quand même il y a une dizaine d'années, beaucoup de ligues se jouaient, j'ai les joué manches se jouaient la ligue dans du wood, sur des palettes. Je l'ai fait la Ouais. ligue sur du wood. J'ai fait des trainings Donc, en wood. Mais je pense on a trop longtemps dit, non, ça c'est pas la même pratique, c'est pas le même sport, ça en fait partie. Ça en fait partie. Et si nous on fait pas l'effort, pourquoi tous ces joueurs feraient l'effort de revenir vers nous? Donc voilà, bon, ça c'est une parenthèse.
mais voilà, c'est vrai que c'est hyper important de redévelopper cette pratique-là, parce que c'est vital au paintball actuel. On était sur quoi juste avant là? Parce que j'avais un truc à te mettre aussi à te demander. Euh, euh, Il était sur le sujet du quelles sont les actions que j'ai pu mener. ouais. Et, Ouais. Est-ce que tu as des choses dont tu es fier, donc tu as pu créer ou tu as pu mettre en place, qui sont encore actives aujourd'hui, qui font figure d'exemple ou de réussite dans le paysage français du paintball? oh, alors là, À part bonne Paintball question. Garage. À part Paintball Garage Je dirais que c'est pas à moi de répondre. Ou alors je m'en rends pas, enfin, je m'en rends pas compte. Alors, non, en fait, il faut prendre la question différemment. Aujourd'hui, après ce long parcours, ça fait 30 ans que je suis dans l'industrie. Alors, tu dis, ta question, c'est est-ce que j'ai laissé une trace visible Moi, je l'ai, hein, je ou te le dis. significative? Très sincèrement, je vois pas peut-être apporter une vulgarisation du côté technique. Voilà. C'est que moi, je suis toujours heureux lorsque j'arrive à remettre en état un lanceur, à réparer une fuite et tout ça, et de l'expliquer avec des mots simples aux propriétaires pour dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce que, pour éviter que ça arrive à nouveau, fais ceci, fais cela. Mais Bon, tu après, sais qu'on le c'est fera pas. au. Tu sais qu'on le fera pas. Tu sais, Oui, t'as eu mon gun ouais, mais je ne sais combien de fois dans les mains. c'est plus fort que moi. Je me dis qu'à force de montrer, à force de mettre les mots dessus, à un moment donné, voilà, s'il y en a 1 sur 10 qui va dire ah ouais, j'ai compris qu'il faut juste que je démonte ça, que je mette un peu de graisse et que je le garde propre, voilà. Et c'est pas et voilà, je suis content, je suis heureux. Je ne suis pas avare de conseils, au Mais contraire. je vais juger personne, mais moi, je vais parler de moi parce que je sais, puis mon frère, on arrive sur des événements où tu es, mon réflexe du matin ou de la veille, quand je te crois de la veille, je te laisse mon gun. Parce que je sais qu'il va y avoir un truc. Donc, autant que j'ai rien et que tout se passe correctement pour mon jeu, et je te dépose mon gun. Et généralement, bah, tu me dis, il y avait ça, voilà. Parce que je suis en luxe. Si c'était une autre marque, peut-être que je laisserais un autre, mais j'étais en luxe. Donc, ce que tu as laissé comme empreinte, c'est ta présence. C'est-à-dire que les joueurs, dans un sens, sont rassurés quand tu es là. Il faut le savoir quand même, beaucoup de joueurs. Parce qu'ils peuvent laisser entre 2 matchs le gun, le récupérer dans la demi-heure et jouer. Et ça, tu t'en rends pas compte, mais quand tu fais une Ligue Île-de-France, un CDF, un Vécrin, la Ligue Picardie à l'époque, puis toutes les ligues où tu vas, ou tous les tournois privés, les joueurs ont besoin de ta présence. Et c'est ça qui est marquant dans Paintball France aujourd'hui par ta présence, c'est que tu as, de par ta présence, marqué le paysage du paintball français. Parce que tu as apporté un service. T'as compris ta question dans ce sens-là. Ouais, mais tu Voilà. as apporté un service et une prestation, mais c'est pas le terme, pour les paintballers, qui est devenu quasi indispensable. C'est-à-dire que moi, pour la D2, on échange avant généralement, les joueurs savent que normalement tu es là. Et Ouais. si tu n'es pas là, on me regarde, on me fait mais il s'est passé quoi? Alors que c'est pas une obligation, tu as des frais de déplacement. Voilà, même si tu vas faire du business sur place, tu vas pas gagner ta vie ce jour-là. Il y a 80 joueurs, c'est pas ça qui va te faire ta vie. À la limite, sur un CDF, j'arrive à comprendre que tu peux rentrer dans tes frais et essayer de gagner de l'argent. Sur une Ligue de France, c'est pas là que tu vas gagner ta vie. C'est une présence. Mais les joueurs ont besoin aujourd'hui de cette présence, comme ils vont avoir besoin de celle d'Eric ou de Seb de temps en temps. Et ça, l'enseigne Paintball Garage, mais surtout la qualité de service que tu as apporté, elle marque des générations. Moi, depuis que j'ai commencé, c'est Alex qui m'a amené à toi. Depuis toujours, je sais que je peux déposer mon gun, je le récupère, je joue. Ça, c'est. Alors, en fait, là, tu abordes 2 choses. Alors, je te remercie. Hein. Je prends ça comme un compliment. Et d'ailleurs, c'est vrai que souvent, les gens ils viennent me voir et me disent Gérard, sans toi, tu ne serais pas présent, je ne jouerais pas, ou mon équipe ne jouerait pas, ou l'event en lui-même, il serait les organisateurs d'événements, beaucoup me remercient de ma présence. Voilà. Oui, c'est valorisant.
Mais je vois, c'est ma petite contribution à l'industrie. Et parce que aussi, c'est mon métier, donc j'en vis. Donc j'ai besoin de ça pour vivre, hein, pour payer mes factures, monsieur, pour manger, payer mon truc. Mais d'un autre côté, comme je le répète depuis le début, je suis tombé dedans. Voilà, je suis picousé à ça. J'adore toujours le paintball, malgré tous les expériences bonnes ou mauvaises que j'ai eues en 30 ans. Mais pour revenir à cette notion de service, si je suis autant motivé, il faut être motivé, hein, comme tu l'as dit, hein, se lever à 4 heures du matin, se taper 4 heures de route sous la pluie et poser un stand, il fait froid et il faut s'occuper des lanceurs, des joueurs. Tu vois, j'allais dire clients. Ce sont des clients aussi, hein, vous êtes des clients. Voilà. Mais ce service, c'est ce que pour moi, c'est je me mets à la place du joueur. Moi, quand j'étais joueur, j'aurais bien aimé à certains endroits, quand j'arrivais, d'avoir des vendeurs, d'avoir des techniciens. 6 mois, j'ai dû mettre la main à la pâte. C'est parce que je ne trouvais pas justement ce support technique qui, pour moi, dans toute logique, on est quand même dans une activité à caractère sportif, ok, mais technique. On utilise des outils. Est-ce que tu peux voir une compétition de vélo ou de moto ou de rallye sans technicien? On est totalement d'accord là-dessus. Et ça alors, va. Pourquoi aujourd'hui, je ne veux pas jeter le propre sur mes collègues dans l'industrie, mais si tu regardes le nombre de revendeurs, de distributeurs et tout ça, ils n'ont pas un technicien à demeure. C'est-à-dire que le poste de technicien, celui qui doit assurer un minimum de service après-vente ou de service technique, de support technique SAV, un minimum de connaissances. T'en as un chez Camp. Oui, il y en a un. Il y en a un chez PCP. Et écoute, comment? Non, ils ont un technicien. Non, ils ont un technicien. Je ne me souviens jamais de son prénom. Mais bon, il n'est pas là à plein temps. Et ils en ont un à demeure. Mais beaucoup de revendeurs, beaucoup même de clubs, hein. Alors, est-ce que je devrais le dire? Mais voilà, oui, certains sous-traitent leur SAV chez moi. Voilà, j'assure la SAV de certains professionnels. Voilà, ils sont peut-être concurrents sur le marché au vu du public, mais ils me sous-traitent leur SAV et je trouve ça triste dans le sens où il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a un chaînon manquant dans l'offre dans notre industrie actuellement. Et on revient à la question du départ. Vous êtes combien de techniciens sur le marché? Moi, je trouve ça honteux. On arrive au sujet d'après, là. Hein, tu le sais très bien. Non, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc, et ça englobe la question tu l'as évoqué, on va en parler, et après. Voilà, j'ai un certain âge. Pour X raisons, à un moment donné, je vais devoir arrêter. Qui va prendre la suite? Et comme tu l'as dit, sur les tournois, qu'est-ce qui va aller? Sur les big games, qui va réparer en cas d'urgence au CDF? Je me permets de te rappeler qu'au dernier CDF à Toulouse, on n'était que 2 techniciens avec Seb, et moi j'assurais 90% du travail, tout seul. T'as combien? 70 équipes et 2 techniciens. Ouais, on ne peut pas s'en sortir. On peut pas s'en sortir. Quand je viens sur un événement, je suis avant tout un urgentiste. Moi, j'aime bien cette image de l'urgentiste. Totalement. Quand tu vois le joueur qui court vers toi, essoufflé, j'ai un problème, j'ai un match ils disent tous dans 5 minutes, mais dans la demi-heure qui suit, il faut que dans la demi-heure, je trouve la panne, je la répare, je règle, et que le gars, il puisse se concentrer sur le jeu. Et c'est mon rôle, c'est mon travail. Ce qui va faire tout drôle aux joueurs, c'est quand tu vois, tu arrêteras ou pour X raison, t'es pas là, ils vont se retrouver avec le gun dans la main, ils vont aller dans un des shops qui sera là, parce que sur CDF, il y a des shops, ils vont acheter la pièce, le prix du marché, hein. Je sais pas, j'en sais rien. S'il y a la pièce. Ouais, s'il y a la pièce, mais prenons un solénoïde ou quoi que ce soit, t'es à 160, 180 balles de pièce, et puis ils l'auront dans la main, la pièce, et puis débrouille-toi. Et là, c'est comme si tu fais une tour de moto et que ton pot d'échappement il est tombé par terre, tu vas chez un fabricant de pot d'échappement et tiens, voilà, débrouille-toi avec.
Bon, alors, généralement, un mec qui fait de la moto, il sait trifouiller sa moto. Mais là, c'est là. En fait, il y a aussi, c'est pas de ta faute, mais il y a eu toute une époque où le joueur n'a pas eu à se soucier de l'entretien de son gun, entre guillemets. Hein. Parce que beaucoup mettent les mains dedans, mais on reste sur la base. Beaucoup ne savent. Enfin, moi, je j'ouvre jamais. C'est pas mon. Voilà, je me paye ce luxe-là d'arriver et de le filer à chaque fois. Mais concrètement, on a avancé avec des œillères, on s'est masqué la réalité. C'est que demain, les textes sont plus là, et ben on peut plus jouer. Entre guillemets, on va jouer sur un certain temps, puis après, les guns, on ne saura pas comment les réparer, puis on ne saura plus quoi en faire. Donc, il va falloir créer l'avenir. Donc, est-ce que toi, tu as déjà réfléchi à cette transmission? Parce que la connaissance que tu as aujourd'hui, il y en a peu qui l'ont. Comment on transmet? Alors, exactement. Cette question-là, je me la suis posée, ça fait déjà un certain nombre d'années. Par le passé, avec mes différentes boîtes, j'ai formé des techniciens, même qui étaient plutôt très bons. Et malheureusement, ils n'ont pas donné suite. Alors, je m'explique. C'était des employés, c'était des salariés. Voilà, je les ai formés techniquement, donc ils pouvaient assurer une bonne partie du travail que je fais moi-même. Donc, j'ai transmis ma connaissance. Mais il arrive un moment où ces techniciens n'ont pas su ou n'ont pas eu la volonté de passer l'étape suivante, c'est-à-dire Se en lancer. vivre. Ouais, se lancer. Voilà, en vivre, se lancer d'eux-mêmes. Et on revient toujours au problème économique, encore une fois. Aujourd'hui, le statut, si c'est un statut, le fait d'être technicien, ça rejoint n'importe quel artisan sur le marché. Tu peux être réparateur de vélo, tout ça, quoique le vélo, c'est un produit de masse. Le paintball, c'est une niche dans une niche dans une niche. Et avec, voilà. Mais le truc, c'est qu'on revient toujours à la même chose, c'est que est-ce que économiquement, ça se tient? Déjà, d'une part, ça, c'est une question qu'il ne faut pas éluder. Ensuite, il n'existe pas d'école. Voilà. Moi, j'ai tout appris sur le tas. J'ai eu la chance, comme j'ai commencé avec le début du paintball mondial, j'ai eu la chance de pouvoir apprendre au fur et à mesure des progressions technologiques et tout ça. Et aussi, de par mon parcours, j'ai eu la chance de rencontrer à chaque fois, j'ai rencontré Bob Long, voilà, j'ai rencontré Bedor, le créateur de l'autococker, Tom Kay, le créateur de Tomag. En fait, tous ceux qui ont fait l'industrie technologique du paintball et les évolutions. Là où j'ai été, je suis toujours un consultant technique pour des fabricants. J'ai fait, quand j'ai bossé aux États-Unis, je faisais partie d'une équipe de R&D pour System X et on a développé des lanceurs. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir apprendre au cœur même des marques. Mais à ce jour, il n'y a toujours pas d'école, de cursus. Voilà. Et on pose souvent la question, c'est ça qui est marrant. Les marques, Gérard, est-ce qu'il y a une formation? Et voilà. Et les marques, suivant les politiques et suivant les époques, les marques ont plus ou moins une politique de création, de diffusion pas du savoir, mais des mises à jour technologiques et tout ça. Et lorsque vous êtes revendeur d'une certaine marque et tout ça, les marques peuvent proposer des formations techniques pour vous mettre à jour, plus pour le côté technico-commercial. Voilà. Si vous vendez, je sais pas moi, une paire de ciseaux, il faut savoir comment ça fonctionne et tout ça. Voilà. Donc la plupart des marques proposent ce genre de formation. Alors mais pour pouvoir en faire son métier, il faut mettre la main à la pâte et apprendre de soi-même, se déplacer et acquérir de l'expérience en réparant soi-même, en faisant des erreurs, etc., etc. C'est au culot. Et, voilà, moi, je vois, il n'y a pas une journée où j'ai des messages de clients, de joueurs et tout ça qui me posent des questions, alors plus ou moins pertinentes. Mais par contre, le statut de technicien dans le paintball, à mon sens, aujourd'hui, n'est toujours pas reconnu déjà par les professionnels de l'industrie. On est vraiment les parents pauvres dans l'industrie. On mettra plus en avant le vendeur, le gérant de terrain et les patrons de boîte ne mettront pas un bal pour former un gars ou dédier un gars payé à plein temps pour faire que de la réparation. ce qui est un peu contre. Enfin,
je prends un exemple, je vais prendre un biais qui est différent, tu vois, l'électroménager. Demain, moi, si je vends de l'électroménager, je suis obligé de vendre des marques qui vont avoir une déclaration de garantie minimum de 2 Oui, ans, fabricant. oui, Mais ça sous-entend que ces marques-là sont en capacité de déployer un réseau, soit interne à la marque, soit externe par des professionnels du secteur, pour venir réparer ces produits-là à leurs frais. Mais c'est aujourd'hui, ça. si DLX me vend un gun Oui, avec une garantie, oui. ils envoient où s'il y a un problème? C'est quoi ma Bien, démarche? là, alors, tu prends l'exemple de DLX. DLX, donc, c'est une boîte américaine. Il y a une plateforme européenne, donc, qui est située en Allemagne. Donc, en théorie, pour tout problème lié au produit, donc à la garantie, là, on est censé passer par la voie officielle, c'est-à-dire contacter le représentant de la marque en Europe, qui lui ensuite va rediriger soit vers un centre technique, Mhm. soit vers un revendeur où eux-mêmes ils vont assurer le suivi. Là, Ok. actuellement, par exemple, pour la France, c'est moi. Oui, ça, Donc, j'imaginais que. voilà. Donc, par contre, et après, il faut faire la différence entre la SAV technique classique. Voilà. C'est comme vous achetez une voiture, bah, même si elle roule encore, bah, la révision des 40 000 km, bah, il faut passer par le réseau officiel ou par un Mhm. garage qui va vous faire l'entretien. Donc, c'est de la SAV. Ou alors, s'il y a un problème technique lié au fabricant, donc c'est un défaut de fabrication, où là, effectivement, c'est pris en charge par la marque. Mais là, pour ça, il faut respecter un certain processus. Voilà. Oui, Donc, faut pas avoir démonté 50 fois le gun toi-même, faut le passer à chaque fois, tout le temps de ta garantie par le prestataire de la marque, quoi. et malheureusement, voilà, il y a très très peu de revendeurs qui prennent ne serait-ce que le minimum de temps pour s'informer, alors que les marques, la plupart des marques sérieuses hein, sur le marché, il n'y a pas de problème. Hein, si vous en tant que revendeur, leur demandez, voilà, est-ce qu'il est possible d'avoir une formation technique, tout ça, mais c'est avec plaisir qu'ils le font. Parce que ça, En faisant des c'est, recherches, c'est- en faisant des oui, recherches, j'ai trouvé des vidéos Eclipse, pour nommer une marque, montrant le démontage de certains guns. Tu vois, j'ai regardé s'il y avait des choses qu'on pouvait trouver sur YouTube faites par des techs pour les joueurs. Est-ce que tu penses pas qu'à un moment ou l'autre, sur des vieux guns qui ne sont plus sur des marchés à la vente, par Automag, Autocooker, il serait pas intéressant de créer des vidéos tech de ce gun, comment le démonter, le remonter, les pièces alors oui, ça te retire du marché, mais c'est une transmission comme une autre. oui, non. Alors c'est marrant que tu en parles parce que j'ai déjà fait ça. Ok. J'ai fait une tentative il y a une dizaine d'années en collaboration avec alors Benjamin Pierlot. Il ne joue plus malheureusement aujourd'hui, mais à l'époque, il avait créé In Paintball We Trust. Donc, en fait, c'est une chaîne média où il faisait des vidéos, des reportages et des vidéos de vulgarisation technique avec moi. Donc, ça s'appelait Take It Easy, il y a une dizaine d'années. Et on avait fait une petite dizaine de vidéos. C'est sur YouTube. Hein. Vous tapez Take It Easy ou J'ai dû alors tomber dessus, j'ai dû Google. tomber dessus. Voilà. Il y a des vidéos, quoi. Mais c'était une autre époque. Il y a 10 ans, c'était lourd en termes de production, de post-production. Enfin, voilà, on n'avait pas les mêmes outils qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec mon smartphone, je te fais la même vidéo, alors qu'à l'époque, il y avait caméra, preneur de son, etc., etc. Et on avait tenté ça, cette expérience-là. Mais voilà, c'était pas enfin, moi, en tout cas, c'était pas mon job, les médias et tout ça. Je suis pas fort là-dedans. Et malheureusement, l'expérience, voilà, la vie a fait que on n'a pas pu continuer. Et récemment, c'est marrant que tu en parles parce que récemment, j'ai tout mis à plat. Donc, réfléchissant, comment transmettre le savoir sans pour autant phagocyter mon travail. Et on est à l'ère des téléphones portables, des TikTok, des machins et tout ça. Et effectivement, oui, il est temps pour moi de commencer à diffuser des infos techniques, des petits trucs, tout ça, et des vidéos. Et c'est dans les tubes. Voilà. C'est pas que tu en parles, mais là, je Hésite pense que pas, on diffusera tant que tu veux. Franchement, très prochainement, je suis je vais preneur de ce commencer genre à. de choses. C'est Voilà.
peut-être pas en rentrant dans des détails hyper compliqués qui vont nécessiter au démarrage des connaissances extraordinaires, mais genre l'entretien quotidien de tel gun, tel gun, tel gun, Exactement. la remise en route de tel gun, ou même juste tu fais un time-lapse de aujourd'hui j'ouvre un automag, aujourd'hui j'ouvre un autocooker, aujourd'hui j'ouvre un shocker, et tu fais un truc qui te fait une prise de vue de, je sais pas moi, toutes les 3 secondes, 5 secondes, et qui te filme en train de faire le truc en vue de par-dessus. Rien que ça, moi je peux le regarder pendant des heures. Hein. C'est-à-dire que Ah, mais alors ça existe déjà, hein, j'ai déjà fait des time-lapse, tout ça, mais c'est tellement diffusé que. Et je suis pas fort pour communiquer comme ça, mais j'ai changé mon état d'esprit, cette approche-là. Et effectivement, c'est dans les tubes. Donc, pour revenir aux divers sujets que je peux aborder, bah, c'est tout bête. Hein. Et comment mettre en œuvre ton lanceur paintball le matin quand tu arrives, qu'il fasse 20 degrés ou moins 5, c'est pas pareil. Ton système R, comment l'entretenir, comment le garder, comment faire qu'il soit fonctionnel. ça, c'est un Ton truc, canon, comment le déployer. c'est un truc Parce que, tout bête, mais tu as raison, le preset, eh c'est ouais, le truc qu'on n'ouvre jamais. Et c'est le truc qui peut te jamais. péter à la gueule le plus rapidement possible. Alors que c'est 50% des pannes ou des mais oui, non, mais- mauvais fonctionnement des lanceurs. et puis tu sais, je suis le premier Voilà. là-dessus. Ouais. T'en as amené un qui était fendu, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on l'avait, Ah oui, après, on allait le passer à l'air et il était fendu en deux. J'ai encore vu une publication je crois que c'est de Julie, dernièrement, ou alors elle a reposté un truc il y a des années, et son preset était fendu. Et personne ne l'ouvre jamais. Enfin, je dis personne ne l'ouvre jamais, il y en a qui l'ouvrent, hein. Mais c'est le truc qu'on regarde jamais. Donc, ouais, non, il faut faire. Mais tu sais quoi? On va échanger, toi et moi, et on va essayer de le mettre en place, parce que ce qu'on fait là au travers des interviews, si on est 50 à faire 50 trucs différents, c'est génial. Mais si on s'éparpille trop, on va se perdre. On peut créer une section spécifique tech qui va rester, parce que le jour où toi t'arrêtes Paintball Garage, il faut que ça reste. bien sûr. Donc il faut que l'outil de diffusion il existe encore. Et alors c'est sans prétention aucune, hein, mais j'espère que la ligue survivra à tous les jours actuels. Ça me ferait plaisir quand même. Ou la Fédé, pour diffuser ces choses-là, parce qu'il y a besoin, les joueurs ont besoin de trouver ces choses-là. Et quand je dis les joueurs, c'est pas que le speed, hein, parce que quand je parle d'automag, autocooker, c'est pas des speedeuses. Hein. Donc il faut redonner cette connaissance à tous les joueurs, parce que si demain t'arrêtes, si Seb arrête, si Eric arrête, et bah tout ça c'est perdu. Et je pense qu'il faut Courage transmettre. pour faire réparer ton lanceur. Alors, il y a quelques années, il disait avec ton clavier d'ordinateur, mais aujourd'hui, est-ce que ton smartphone peut réparer ton lanceur? Non. Voilà, donc on a toujours besoin des petites mains. Mais moi, je suis considéré des petites mains de l'industrie. Et donc, oui, tu as raison. Et puis ça peut donner envie. Ça peut donner envie à des mecs de chez eux de se dire, mais moi j'en suis peut-être capable de prendre la suite. Et puis de commencer à apprendre avec les vidéos. Tu vois, je te donne un exemple, mais là, encore tout bête. J'ai acheté des skis là, d'occasion. Les quarts sont pas affûtés, les semelles sont pas hyper belles. Ça fait 2 jours que je regarde des vidéos de comment farter soi-même, aiguiser ses quarts soi-même. Tout est faisable pour pas grand-chose. Ben, je vais le faire moi-même. Bien sûr. Parce qu'il y a des mecs qui ont pris le temps, qui ont fait des tutos. J'ai trouvé 5, 6, 10 tutos, et en 2 heures, j'avais vu tout. Et alors, je vais pas dire que le premier que je vais faire, je vais réussir. Mais j'ai la connaissance qui m'est donnée. À moi de l'appliquer. Hein. Et ça, faut qu'on le crée. Quand même, alors, toi, toute cette part de production, bien sûr, j'ai envie de le faire, et depuis longtemps déjà. D'une part, pour la vulgarisation, et d'autre part, pour laisser quelque chose qui puisse servir, voilà, qui soit utile. Ça, c'est sûr. Maintenant, on revient toujours aux mêmes choses, c'est l'économique. Voilà, ça demande du temps. Tout ça, ça demande du temps. Ah, bah, d'accord. Là, ce qu'on fait, ça prend du temps aussi. Hein. Ma boîte, pour l'instant, on est 2. Et l'autre personne s'occupe de la partie financière et pas du tout de la partie opérationnelle. Moi, je suis tout seul à me taper les ventes, les commandes, les réparations, les appels, les réceptions, les envois, les commandes, les trucs. Voilà, moi, je bosse quasiment 7 jours sur 7 et
Moi, les premiers appels le matin que j'ai, c'est en général, c'est vers 7h, 6h, avec le décalage horaire, avec certains pays. Et en plus, voilà, tu vois, alors je me plains pas, attention, hein, parce que souvent les gens disent ah Gérard, tu es toujours en train de pleurer sur ta situation. Non, pas du tout. Mais c'est une réalité qu'il faut pas cacher. Tu m'entends Voilà. encore là? Donc, oui, je t'entends très bien. Ouais, parce que j'ai Donc, moi, ma caméra perso qui a planté, mon téléphone s'est éteint. Mais c'est pas grave, moi, je suis prêt à faire toutes ces choses-là. Il y a des idées, j'en ai tous les jours, j'en ai une nouvelle idée, mais concernant les vidéos, ça va se faire. Voilà, donc c'est dans les tubes. Parallèlement, là, puisque tu en parles, ça va commencer le mois prochain. Je vais l'annoncer là. Tu vois, pareil. Là, j'ai du mal je suis en retard pour les annonces parce que il faut que je trouve un infographiste ou alors il faut que je fasse moi-même les visuels et tout ça pour l'annoncer. Mais je lance des journées formation Big G. Génial. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est Génial. d'une journée technique où je vais aborder donc c'est en toute une journée, donc avec une coupure le midi, donc ça inclut aussi le repas. C'est voilà, pendant une journée, je suis avec vous et je vais d'abord aborder la partie technique en général autour des lanceurs et des bouteilles. Et ensuite, on passe à la partie pratique où chaque participant viendra avec son lanceur et on va faire ensemble une grosse révision. Donc, on va aborder le démontage, à quoi servent les pièces, comment l'entretenir, comment le remonter et surtout comment le régler correctement. Voilà. Ça c'est génial. Tu sais combien, enfin, je vais être très terre à terre. Tu sais combien tu vas te tarifer ce genre de journée? Alors, alors, je commence cette année, ça va coûter donc 249 € TTC. Ouais. TTC. Donc, pour une journée, tout inclus. Donc, il y aura le repas de midi, plus et ça va durer à peu près. Comme je suis bavard, comme tu peux le voir, ça va durer environ 7 heures. Voilà. Ouais. J'adore. Tu sais quoi? Et je vais rebondir dessus. Depuis le début de l'année, on a essayé, on voulait organiser des tournois, manque de temps, manque de motivation de ses équipes. On a essayé des préinscriptions, ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave, j'en veux à personne, j'ai pas été hyper présent non plus. Donc ces tournois-là, je vais les décaler et je vais en faire un soit juste avant le CDF, soit juste après le CDF. Mais alors, par contre, un gros tournoi d'été. Je vais faire gagner des formations. C'est-à-dire que dans ce tournoi-là, on fera gagner des formations que tu mettras en place pour apprendre à gérer son gun, à le nettoyer, l'entretenir, et on fera gagner des journées complètes dans ce tournoi-là. C'est génial, mais ça je trouve ça génial. C'est-à-dire que c'est une transmission, ça. Ça, c'est une transmission. Et je précise, ce sera et je compte faire ça sur toute la France. Donc je suis déjà en contact avec pas mal de gestionnaires de terrain, parce que je vais essayer à chaque fois d'organiser ça. Bon, il faut un local, évidemment, mais il faut aussi un terrain où on pourra donc mettre en pratique ce que j'aurai enseigné dans la journée. Et donc, je vais tâcher de faire ça un peu partout en France. Donc, normalement, la première session que je vais annoncer, ça sera à Toulouse. Donc, mi-février. Mais j'en programme une sur Paris, évidemment. Une autre en Normandie. Une du côté de Valence. Et évidemment, je suis en train de regarder, mais c'est normal aussi que je fasse aussi une chez moi, ici. Donc voilà, chez Paintball Garage. Et ce sera sûrement courant de l'été. Mais je pense que les gens voudront venir chez Paintball Garage, ce sera beaucoup plus fun. Parce que tu dois avoir c'est une grotte un peu ton truc, hein. Il y a de la pièce de partout. Il y a que ça, voilà, jusqu'au plafond. Donc, et donc voilà, ça c'est un des projets qu'on a mis en place l'année dernière et qui va être concrétisé cette année. Donc c'est une des nouveautés. Je l'avais évoqué dans un petit live il y a quelques mois et faute de temps, j'ai pas pu mettre en place correctement. Mais pour 2026, voilà. Donc non seulement il va y avoir donc de tout ce qui est une chaîne YouTube ou autre avec des vidéos, des tips, mais aussi ces formations que je mets en place. Voilà. C'est une autre forme pour moi de proposer mes services au plus grand nombre. Et je ne cache pas, puisqu'on l'a évoqué, je ne te cache pas que tout cela, c'est pour créer de la vocation et donner envie aux gens déjà de s'intéresser à ce qu'ils ont dans les mains
Mais pourquoi pas, pour moi, de peut-être trouver là où les perles rares qui pourront prendre la suite. Voilà. Non, mais c'est très bien. Et de toute façon, toutes les actions qui vont dans le sens du paintball sont positives. Quand tu crées et que tu développes, tu ne peux arriver qu'à du positif. Et il faut surtout créer des vocations. Ouais, on est totalement d'accord. Je pense qu'on a fait un bon tour de ce qu'est Gérard Big G dans le paintball français depuis. Et encore, il y en a plein à raconter. Hein. On a survolé certains sujets. Hein. Est-ce que tu avais d'autres choses à annoncer ou Ah non, cool. Je suis dans la continuité, donc eh bien, voilà, j'aimerais bien que Paintball Garage me survive, je dirais. Voilà. ah, Attention, je vais pas vous annoncer une mauvaise nouvelle, quoi que ce soit. Mais ouais, dans mes rêves les plus fous, j'aimerais bien que ce que j'ai créé depuis tant d'années, que quelqu'un puisse prendre la suite et que ça se multiplie parce que on en a besoin d'une part, et puis ça m'emmènerait quand même que tous ces efforts, toutes ces années à construire tout ça, ça disparaisse avec moi, et j'aimerais pas. Donc voilà. Bon, ça veut dire que c'est un petit appel, hein, pour ceux qui ont compris. euh, Euh, le- candidature est bienvenue. on rappelle que tu es Donc, voilà. Mais, présent encore une fois, t'es présent sur de nombreux tournois que je peux citer. Alors, je les connais pas tous, mais tu es chez Vécrin, tu es en Ligue Poitou. T'es en Poitou. Non, t'es pas en Poitou-Charentes. Tu vas en Champagne-Ardenne, Champagne-Ardenne, Île-de-France. Champagne-Ardenne, donc Île-de-France. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous le 1er février. Ouais. Donc, avec la reprise de la Ligue, c'est la D3. Mhm. Et le week-end d'après, je serai à nouveau là pour la D2. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, Ah, tu viens ça, c'est aussi en l'Île de Détroit là? France. Ouais. Ok, parfait. Que comme c'est la première manche de la reprise de la saison, donc c'est une semaine avant la D2. Donc, petit message à tous les équipes, les joueurs de la D2, profitez-en, venez le week-end d'avant avec vos lanceurs. Ne faites pas le coup comme à chaque fois le dimanche matin de la manche de ligue où vous venez avec vos machins en panne, en fuite, où il n'y a pas de pile. Je vois pas de qui Et tu parles. voilà. Et si j'écoute tout le monde, c'est en fait vous jouez tous à la même heure. En fait, vous êtes forts. Hein. En Ligue de France, le matin, toutes les équipes, tous les joueurs jouent à la même heure. Donc c'est pour ça qu'il faut que je me dépêche de m'occuper de vos lanceurs 10 minutes avant le début de la partie. Voilà. Sachant que tu viens. Alors là, non, je vais te mettre une tente. Donc, ouais, tu auras juste tes tables. Et encore, les tables, je peux te les fournir. Enfin, on verra ça, la logistique, mais tu vas pas venir La la veille là. logistique. Tu vas pas venir la veille là. Si, en fait, la veille, à part poser mes grilles et puis les trucs, je peux rien laisser sur place. Donc, La veille, moi, je vais te mettre une tente. Donc, comme tu veux. Bon, c'est toi qui vois, mais oui, ça, ils commencent pas tous à 8h, je te enverrai le planning. Comme ça, tu sauras qui joue et qui joue pas. donc Ligue Île-de-France, donc la Ligue Champagne-Ardenne. Ouais. Voilà. Alors, oui, je me permets d'ouvrir une parenthèse pour tous ceux qui se posent la question. Cette saison pour la division premium ou une ou pro française, Première division. voilà, première division, je ne serai pas présent. Voilà. Ah ouais. Pour diverses raisons, je ne serai pas là. Par contre, évidemment, le grand rendez-vous annuel français, c'est le CDF. Donc, je serai. D'ailleurs, cette année, ça va être ma 26e année non-stop de présence au CDF. Bien joué. Pas mal, hein. Bien joué, bien joué. Donc, celui qui a été le plus constant en tant qu'exposant. Voilà. Ah, Thomas est pas mal non plus. Hein. Il n'était pas là l'année dernière. Ouais, il te dirait que c'est pas de sa faute. Donc, CDF et première division, pourquoi? Parce que c'est trop loin? Entre autres. Tu vois Donc pas là, mon c'est visage. voilà, c'est le sujet qui fâche. Voilà, on avait parlé tout à l'heure de est-ce que ma présence est indispensable? Non. Est-ce que ma présence est requise? Oui. Est-ce que ma présence fait une différence? Oui. Et c'est pas de l'avis de tout le monde. Et voilà. Donc, après, il y a encore, je reviens encore toujours hein, sur cette notion de économique.
Où là, oui, est-ce que c'est rentable? Malheureusement, non. Voilà, il y a certains déplacements, je fais l'impasse parce que j'y vais de ma poche et Ouais, j'y c'est vais pas un peu possible beaucoup. ça. C'est pas possible À un ça. moment donné, donc voilà, je me le permettrais si ma situation financière était au beau fixe. Mais bon, on est dans le paintball, hein, je vous rappelle. Donc, et c'est. Alors, beaucoup alors ça va t'étonner, mais beaucoup ne le savent pas. Et c'est mon activité principale. Voilà, je vis sur ça depuis 30 ans. Enfin, j'essaye de vivre sur ça depuis 30 ans. Non, j'exagère quand je dis que j'essaye, mais j'en vis. Je m'en sors. Mais c'est une nécessité aussi. Voilà, il y a une nécessité économique. Et donc, voilà, je propose des services qui sont payants. Parce que certains au téléphone croient que bah, c'est gratuit ce que je fais. Non, pas du tout. Je vends du matériel, je fais de la marge. Je pense que ça peut être un bon sujet pour une de tes prochaines vidéos. C'est l'industrie en elle-même. Voilà. En France, c'est tabou de parler argent, mais lorsque on vend quelque chose, on est obligé de faire de la marge, tout simplement parce que bah, voilà, c'est l'activité d'une société. On vit sur la marge que l'on fait. On vit pas sur le montant de la vente. Ah, Voilà. j'en ai deux que Donc, j'invite pour ça. J'en ai deux qui sont prévus en invitation pour ça et sont génial. des gros acteurs du paintball français et ce sera pour plus tard. Exactement. Donc, ah bah, à mon niveau, c'est pareil. Voilà, Ah bah à tous les niveaux, même les terrains, même le plus petit terrain, il a une économie, il faut qu'il la rende stable pour perdurer. Et ça, c'est... Oui, oui, on est d'accord. Donc pas de paintball garage à la première division. Ok, c'est voilà. définitif? Ah bah, on verra pour la saison 2027-2028. Ah oui, c'est définitif cette saison, d'accord. Le CDF, donc après, il y avait les big games, donc Ouais. Vécrin. Pareil, Vécrin, je suis fidèle au big game Vécrin. Un petit coucou à Mika d'ailleurs. Bah, depuis mon premier big game en tant que stand, c'était en 2007, si je ne m'abuse. Ah non, 2007, je jouais. Je participais au big game et 2008, voilà. Donc on est pas mal. On Ok. est pas mal aussi. On ai raté aucun au big game. Après, d'autres big games sur le. On n'a pas parlé d'ailleurs de, tu vois, des petits events hors compétition, hors speedball. Mais pareil, les big games font partie de l'ADN du paintball. Oui. Le big game à la base, qu'est-ce que c'est? C'est juste une rencontre de joueurs, une concentration de joueurs avec un maximum de joueurs, en général répartis sur seulement deux équipes et avec des scénarios plus ou moins farfelus, mais on est juste là pour s'amuser pendant 1, 2 ou 3 jours. Et voilà, il fut un temps où il y avait des big games un peu partout. Aujourd'hui, c'est réduit à peau de chagrin. Euh, Parce que et ça manque aussi. c'était aussi une économie d'association, c'est-à-dire que tu as beaucoup d'équipes qui faisaient leur économie sur un, deux, trois petits tournois qu'ils organisaient dans la saison. Je prends les Banzai Bandits qui faisaient Paintball Heroes, c'était ça, hein. Ouais, il y avait le trophée toxique. Tous ces petits tournois existaient parce qu'ils servaient à l'économie de cette petite association. Les joueurs pouvaient après racheter plus de billes, du matériel, après avoir fait ces tournois. Et tout ça, ça a périclité. Il y a eu cette économie-là, elle a disparu. Et ouais, bah, alors pour diverses raisons, hein, on revient toujours au problème économique. C'est que aujourd'hui, pour jouer au paintball, il faut un terrain. Oui. Et le cahier des charges aujourd'hui est tellement haut que trouver un site, et toi tu le sais d'ailleurs, d'autant plus pour la Ligue, trouver un site capable d'accueillir un événement avec un minimum d'infrastructure, un minimum d'accueil, un terrain qui corresponde aux standards d'aujourd'hui. Voilà, on est beaucoup plus exigeant qu'il y a encore quelques années. Donc forcément, tout ça réuni fait que il y a plus beaucoup d'events en région. Il y en a encore, heureusement, parce qu'il y a encore des terrains qui jouent le jeu. Certaines associations ont la chance d'avoir un terrain qu'ils peuvent accueillir, mais c'est le nerf de la guerre et malheureusement, beaucoup de sites se refusent à organiser des événements aujourd'hui parce que ce n'est tout simplement pas rentable. En vendant la bille, par exemple, voilà le sujet qui fâche, en vendant la bille au râler pas crête à l'avantage du consommateur, des équipes, ils sont contents, ils ont payé pas cher. Après, en faisant une inscription pas chère, les équipes sont contentes. Et encore, c'est même pas ça qui les décide à venir des fois.
les organisateurs, au bout d'un moment, ils lâchent l'affaire parce que, à force de réduire sur les marges, comment peut-on investir dans de l'arbitrage, dans des filets neufs, dans des terrains mis à jour, dans un parking en dur, des toilettes pour les Ouais, bah accompagnants, oui, etc., etc. Voilà. Tout cela, dites-vous bien que quelqu'un doit payer. c'est Voilà. ça. Alors, ça ne veut pas dire tous les joueurs, que les joueurs, non. C'est réparti. C'est pour Voilà, ça que mais l'économie doit se faire par le loisir. Qu'il faut recréer le voilà. loisir pour y aller. Bon. Dernier petit sujet, parce que je pense que tu m'arrêtes si le sujet est intéressant ou pas. T'accompagnes sur la création d'un tournoi ou d'un club, d'une association. Tu peux nous en dire plus? Voilà. Alors, je te remercie de l'évoquer. Alors, effectivement, ma compagne, coucou Lily. Euh, alors, ce n'est pas une joueuse à la base. Elle a découvert le paintball avec moi. Voilà. De son regard totalement vierge concernant l'activité. Elle connaissait, comme tout le monde, on avait dit, hein. Ouais, le paintball, c'est ce qu'on va faire pour les entraînements de vie de garçon, par exemple. Et à force de me côtoyer, et d'ailleurs, la première année, elle m'a accompagné au CDF, la première année à Toulouse. Voilà, elle a découvert tout un monde, toute une industrie et aussi toute une communauté. Et, euh, et je pense pas que tu vas me contredire, mais toute personne qui arrive à un CDF, je prends l'exemple du CDF, ou une manche de NXL, va faire waouh, va faire putain, mais c'est aussi ça le paintball. Et donc, pour revenir à Lily, donc elle a découvert ça. Elle s'est intéressée tout de suite. Évidemment, à cause de moi au départ, parce qu'elle s'est intéressée à mon monde. Voilà, elle est entrée dans mon monde. Mais d'elle-même, elle a été regardée sur YouTube, des vidéos, des tournois, des machins, tout ça. Et, euh, et tout de suite, elle a vu ce côté. Alors, que moi, je n'ai pas forcément, ce côté éducatif pour les jeunes. Tu l'as évoqué tout à l'heure, tu as parlé de Nicolas Picard, voilà, qui est aussi un bon pote, qui lui gère le club des Carnage Kids, donc Qu'on a sur Paris. reçu sur la deuxième interview. Là, c'est la troisième, on l'a reçu sur la deuxième. Et Lily s'est dit, tiens, voilà, dans ma région, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Et pourquoi pas monter un club pour faire jouer les gamins, les jeunes, et faire découvrir un sport bon, quasiment inconnu. Elle a dit, hein, au terme du grand public, c'est quasiment inconnu, c'est ce côté sportif, et ça peut apporter quelque chose de nouveau. Et donc, elle a pris la démarche de créer un club. Donc, elle a monté son association, donc, grâce à la Fédé, avec l'aide de la Fédé, avec Sabine. Et elle a suivi donc, toutes les étapes elle s'est intéressée au monde associatif. Donc, elle a monté son club qui est créé. Alors oui, il est basé sur alors, Coincy, c'est en banlieue de Douai, dans le nord, dans le 59. Et elle a créé ce club donc administrativement. Maintenant, elle est dans la phase, il faut créer le club en lui-même, donc l'équiper et lui trouver un terrain. Donc le nerf de la guerre, le terrain. Donc et comme là, c'est sur les élections municipales là dans 2 mois, bon c'était compliqué d'obtenir une autorisation, mais elle a déjà des vues sur un site sportif. Donc elle veut créer un club sportif. Voilà. On parlait de loisirs sportifs, donc elle, c'est purement sportif. Et donc récemment, au mois de décembre, elle a suivi une formation, la formation fédérale. Oui, Donc, avec Fabrice Rocati. voilà, avec Fabrice, et qui a eu lieu à Toulouse cette année. Et non, pas à Non, Toulouse, à Dreux, pardon. à Dreux. Oui, voilà. Ça a duré une semaine. Et donc, elle a suivi les cours. Et encore une fois, hein, elle est partie de zéro. Donc, elle ne connaissait même pas les termes, quoi que ce soit. Bon, je l'ai quand même un peu aidé, je l'ai un peu briefé, mais elle a appris. Et là, il ne se passe pas une journée sans qu'elle voie une vidéo, sans qu'elle relise ses notes, sans qu'elle s'informe. Et évidemment, moi, de mon côté, je l'épaule énormément, mais je la fais jouer aussi. Donc, elle est équipée, elle a son matériel, elle s'est déjà pris des bleus, donc C'est et déjà une elle, bonne transmission. C'est déjà une bonne transmission aussi, ça. mais c'est super intéressant quand tu t'adresses à quelqu'un qui ne connaît pas, mais qui, voilà, il faut vulgariser énormément. Il faut essayer évidemment, tu as ton expérience personnelle de l'approche du jeu.
Moi, voilà, j'ai eu la chance de jouer à haute compétition comme en loisir énormément. Et même si je continue à jouer, mais aujourd'hui, je joue juste en dilettante. Mais l'avantage, c'est que voilà, c'est vrai que j'ai cette expérience, multi-expérience de jeu. Et j'espère lui apporter et la soutenir. Par contre, tout ce qui est encadrement, jeune et tout ça, là, là, elle compte sur l'expérience des autres clubs. D'où voilà, et puis d'où la Fédé. La Fédé aide énormément. C'est contrairement à ce que ça se dit, la Fédé ne fait pas rien, au contraire. Donc Merci et de ce le genre dire. d'initiative, ouais, Non, mais c'est super et important. il faut pas qu'elle hésite, parce que Nicolas nous le disait dans son interview, lui, il n'a pas hésité, il a appelé tous ceux qu'il avait autour de lui en termes de club, qu'elle le contacte lui, qu'elle contacte en Champagne-Ardenne, qu'elle contacte en Auvergne, voilà. Il y a du monde qui C'est ça. peut lui répondre, et il ne faut pas hésiter, il faut qu'elle appelle tout le monde. Ok, Ouais. ok. Écoute, on a fait un grand tour. Oui. Il y aura encore plein de choses à raconter, je dis pas qu'on en refera pas une, parce que c'était hyper intéressant, puis ça permet de se rappeler de beaucoup de choses. Je te remercie. Ça a été, je pense, enrichissant pour tout le monde. Écoute, on se voit bientôt, nous, sur les manches de ligue. Tu verras tout le monde au CDF. Surtout, lâche rien, parce qu'on a besoin encore que tu répares nos guns, que tu transmettes ton savoir. Et puis, surtout, on va se recontacter pour l'histoire des vidéos, parce que je suis hyper intéressé pour t'aider à ce que ça voit le jour, même si j'ai pas toutes les connaissances, mais tu vois, j'ai fait comme ta femme fait pour son club. J'ai appelé Paintball France, j'ai leur demandé des aides, quel logiciel utiliser, tu vois, pour intégrer ne serait-ce que mon image ou le logo dans la vidéo pour la diffusion, comment intégrer sur YouTube, tout ça. Bon là, ma vidéo elle a sauté, donc on me voit, je suis fixé, mais voilà, il faut qu'on s'entraide tous pour y arriver. Je te remercie, Ouais. je te dis à bientôt. Et puis, alors tous, n'hésitez pas à vous abonner, à soutenir ce qu'on essaie de mettre en place, à soutenir aussi la chaîne les réseaux de Gérard, à le solliciter quand vous avez besoin pour vos guns. Donc, je te dis à bientôt. Et puis je te souhaite tout le positif qui peut t'arriver sur la suite, ok? Merci François pour l'accueil. Et puis non, c'était chouette là. Et encore une fois, continuez à jouer tout le monde. Hein. Ok. Et si vous avez un problème, vous savez qui contacter. Mais dans tous les cas, on se retrouve très très vite sur un terrain quelque part en France. D'accord? Parfait, je te remercie. À Allez, bientôt. ciao. Ciao. This is the future. This is the future. Evolution. This is the future. Human error. Evolution. This is the future.